Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous voir à ce premier événement de la deuxième programmation à VF Paris. Donc voilà, comme la première a bien marché, on a décidé d'en faire une deuxième. Je tiens tout de suite à remercier la mairie du deuxième arrondissement qui nous a donné cette belle salle et l'équipe de bénévoles AVF que vous avez peut-être vu en venant, qui se démène pour mettre en place tout ce travail et sans eux, il n'y aurait pas de programmation. Cette année, vous avez la possibilité de participer à 7 autres événements concoctés toujours par l'Association végétarienne de France. Donc le 16 novembre, il y aura la démonstration culinaire d'Angélique Roussel qui, au restaurant Le Fétou, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le découvrir, Le Fétou dans le 19e, qui dédicacera Okara, un de ses livres, sorti chez les éditions La Plage et d'autres encore, donc des livres de cuisine. Et le 7 décembre, la conférence Veganomics, l'économie du véganisme et de la condition animale, par un économiste, Nicolas Trèche, et introduite par Jean-Benoît Robert de l'AVF. C'est notre responsable V-Label en France et relations avec entreprises. Donc ce sont les deux prochains événements, le 16 novembre, le 7 décembre. Et aujourd'hui, pour cette conférence, nous avons deux membres de la commission Nutrition Santé de l'AVF, spécialisé dans l'alimentation végétale. Donc nous avons Sébastien Demange, spécialiste en médecine générale, et Loïc Blanchet-Mazuel, également spécialiste en médecine générale et co-coordinateur de la commission. Donc voilà, c'est deux membres de notre commission qui rédigent les fiches nutritionnelles que vous avez vues en arrivant. Après la conférence, donc ces deux professionnels avec les autres membres de la conférence, partagent leurs connaissances scientifiques sur notre revue qui s'appelle Virage, dont on a des exemplaires sur les stands à l'entrée, et dans notre documentation, comme je vous le disais. Après la conférence, n'hésitez pas à visiter les stands ou consulter la revue, les fiches nutritionnelles et la documentation que nous concoctons. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité d'adhérer à l'association, que ce soit sur internet à végétarisme.fr ou sur place. Ensuite, bientôt, on fera passer des feuilles pour les newsletters. Si vous voulez souscrire à la newsletter de l'AVF, on ne va pas vous submerger de messages, mais c'est juste pour vous mettre au courant de nos actualités. Pour terminer, nous avons souhaité que ce cycle de conférences et des mots culinaires soit gratuit, soit à prix libre. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est la partie gratuite. Mais comme toute association, nous vivons aussi de dons et d'adhésions. Si vous souhaitez remercier l'AVF pour le travail sur les cantines scolaires, sur le plaidoyer politique, l'accompagnement des acteurs publics et privés dans la végétalisation, ou la vulgarisation scientifique, comme dans le cas de cette conférence, ou tout simplement, vous voulez remercier l'association pour cette suite d'événements, n'hésitez pas à passer sur le stand, prendre une adhésion ou faire un don. Voilà. Je vous souhaite une très agréable conférence. Et je passe la parole à Sébastien et Loïc. Bonsoir à tous, merci d'être venus vous enfermer dans cette salle en ce beau samedi après-midi. Donc moi, je suis Loïc Blanchet-Mazuel, je suis médecin généraliste en Haute-Savoie. Et avant de commencer vraiment, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter mes conflits d'intérêts, enfin mes liens d'intérêts, parce que je n'ai pas vraiment de conflit. Mais voilà, la pratique d'une alimentation végétarienne et puis la participation, comme a dit Enrico, à des groupes de travail sur ce sujet-là au sein de l'AVF. Et puis je laisse Sébastien présenter ses liens d'intérêt. Qui sont strictement les mêmes. Effectivement, donc ça ne nous rapporte rien d'être végétalien, de venir vous proposer là cette conférence. Et nous n'avons pas de lien non plus financier avec tout ce qui va être dit lors de la conférence. On a simplement nos actions de bénévoles au sein de l'Association végétarienne de France. Alors, donc, on a essayé d'orienter cette conférence avec des grandes parties pour essayer de rendre les choses assez simples. Il y a pas mal de contenu, vous verrez, et puis de toute façon, on pourra revenir après s'il y a des questions et si ça va un petit peu vite. Donc, en premier, quels sont les nutriments clés d'une alimentation végétale équilibrée ? Donc, ça va être le plan de cette partie, avec d'abord un petit zoom sur les différents acronymes qu'on peut retrouver qui sont parfois compliqués, on s'y perd nous-mêmes. Et puis après, donc, aborder les différents minéraux et vitamines qui sont particulièrement importants dans ce type d'alimentation, également les acides gras. Et puis après, on verra un peu la notion de nutriments ou d'aliments.
voilà, concernant ces différents acronymes, ce que vous pouvez parfois retrouver dans certains articles ou dans des revues, le besoin nutritionnel moyen, ça va être le besoin quotidien d'une population, mais qui ne va pas forcément couvrir toute la population. C'est pour ça que l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, a défini des références nutritionnelles pour la population qui vont être spécifiques pour des types de populations données. Il va y avoir une recommandation pour les adultes, pour les enfants, pour les femmes enceintes, etc., qui sont définies en fait à partir du besoin nutritionnel moyen auquel on ajoute 2 écarts-types dans l'idée de couvrir 97,5% de la population. Ce qui veut dire que ça couvre à peu près tout le monde, mais il y a des gens qui auront des besoins plus élevés et puis il y a plein de gens qui auront des besoins moins élevés. Ce sera important pour la suite, notamment sur certaines recommandations qui peuvent paraître très élevées et difficiles à obtenir, et qui au final, pour beaucoup de gens, seront moins importantes, mais c'est difficile à définir. Dans certains cas, on n'arrive pas à définir une référence nutritionnelle de façon très précise, donc l'ANSES définit simplement un apport suffisant, mais c'est un peu du détail. Et puis certains nutriments, il y a une limite supérieure de sécurité qui est fixée parce que, en fait, si on en consomme trop, ça peut être aussi délétère. On le reverra. Et puis les apports journaliers recommandés, ça c'est ce que vous voyez le plus souvent, c'est ce qui est noté sur les emballages des aliments que vous achetez. C'est le moins fiable, le moins représentatif des besoins parce que c'est défini pour vraiment une population et pour l'étiquetage nutritionnel, mais c'est pas aussi précis que le reste. Alors, pour entrer plus précisément, donc d'abord le fer, qui va être un minéral important, dont il a plusieurs rôles, notamment dans la fabrication de l'hémoglobine et de la myoglobine, qui sert à stocker l'oxygène, l'hémoglobine servant à le transporter. Donc vous voyez ici un peu des illustrations des différentes sources qui sont très variées dans l'alimentation végétale. Donc il y a bien évidemment les légumineuses qui vont être une source très intéressante, mais aussi les légumes verts à feuilles, les noix, les noisettes, tous les oléagineux, les graines, le tofu. Concernant l'absorption du fer, ce qui est important, c'est que pour améliorer l'absorption du fer qui est contenu dans les végétaux, donc qui est le fer non héminique, c'est de consommer de la vitamine C en même temps parce que ça va améliorer l'absorption du fer par l'organisme. Et puis, il y a également tout ce qu'on appelle les antinutriments, j'y reviendrai un petit peu après, qui peuvent limiter en fait l'absorption des nutriments. Donc pour le faire, ça va être surtout au niveau du thé et du café qu'il vaut mieux consommer à distance des repas. Et puis des techniques de préparation des aliments, notamment les légumineuses, au niveau du trempage, la germination, la fermentation pour les farines, pour le pain par exemple. Et donc dans les études, on ne retrouve pas davantage d'anémie ferriprive chez les végétariens ou les végétaliens, bien que les réserves soient un petit peu plus basses tout en restant dans les normes. Donc simplement pour revenir sur les antinutriments, on peut entendre parler de phytates, de tannins, de lectines, d'inhibiteurs de protéase, d'oxalates. Sans rentrer vraiment dans les détails, c'est des composants des aliments qu'on consomme qui vont donc limiter dans certaines situations l'absorption par notre organisme. Ils sont à la base dans les aliments pour les protéger en fait, qui se conservent notamment dans les légumes secs qui sont riches en phytates. Et donc dans les techniques qu'on peut utiliser pour améliorer cette absorption, c'est souvent les mêmes qui reviennent, c'est le trempage, c'est la germination, la fermentation, et aussi l'ébullition dans certains cas qui va améliorer l'absorption. Donc voilà, les légumineuses, ça viendrait à l'idée de personne de les manger crues. On va généralement les faire tremper, en tout cas c'est fortement recommandé de les faire tremper un certain nombre d'heures, ça va être variable d'une légumineuse à l'autre, et puis de les faire cuire. Donc on va quand même pas mal limiter ce problème-là avec le mode de préparation tout simplement.
Concernant le calcium, là vous pouvez voir que les recommandations nutritionnelles peuvent paraître très élevées, donc c'est 1000 mg, et encore pour les enfants ça va jusqu'à 1200 par jour, avec une limite supérieure de sécurité quand même qui existe et qui est difficilement atteinte dans une consommation classique. C'est juste pour les gens qui vont prendre des compléments où on peut là facilement la dépasser. Le calcium, à quoi il sert? Il a un rôle bien évidemment dans la constitution et le renouvellement du squelette, mais il a également d'autres rôles au niveau de la coagulation du sang, de la contraction musculaire, du système nerveux et de la libération hormonale. Les sources, elles sont là aussi très nombreuses. Je vous ai mis quelques exemples. On va penser beaucoup aux épinards que j'ai mis entre parenthèses parce qu'il y a pas mal d'oxalates qui limitent quand même un peu l'absorption, mais il y a quand même beaucoup d'aliments végétaux qui contiennent du calcium, alors dans des proportions très variées. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais l'idée c'est qu'en ayant une alimentation avec un peu tous ces types d'aliments, on a des apports en calcium qui sont quand même importants. Et puis il y a aussi des aliments qui sont enrichis en calcium, comme certains jus végétaux, des céréales pour les enfants, où on va avoir un ajout de calcium dedans qui permet d'augmenter les apports. De la même manière, pour favoriser l'absorption du calcium, la vitamine D, d'avoir un statut suffisant en vitamine D, c'est essentiel. Et on en reparlera plus précisément de la vitamine D tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Et sur l'élimination du calcium, une alimentation trop riche en protéines, en particulier en protéines d'origine animale, et une alimentation trop riche en sel, qui sont un peu les alimentations qu'on a en Occident, vont favoriser l'élimination urinaire du calcium. Et donc on peut imaginer que si on consomme moins de protéines et moins de sel, on élimine moins de calcium, donc on a besoin d'en manger moins pour avoir les mêmes apports. La biodisponibilité, ça représente la part du calcium qui va être assimilable par l'organisme. Elle est très variable d'un aliment à l'autre. Et il y a certains aliments qui vont avoir une biodisponibilité de leur calcium qui est plus importante que le lait. Le lait, c'est en gros autour de 30% du calcium. Le chou, ça peut monter à 50 ou 60%. Il y a des aliments qui vont avoir une biodisponibilité beaucoup moins importante. Donc les deux facteurs qui comptent, en fait, c'est à la fois la biodisponibilité et à la fois la teneur en calcium. L'activité physique va aussi jouer un rôle dans l'assimilation du calcium et la santé osseuse. Donc c'est important d'avoir une activité physique quotidienne et régulière. Et puis, concernant le seuil, tout à l'heure, on parlait des recommandations qui étaient autour de 1000 microgrammes par jour, 1000 mg, pardon. Et l'OMS et la FAO ont défini un seuil minimal de 525 mg, en dessous duquel on voit une augmentation du risque de fracture, d'ostéoporose, au-dessus duquel, a priori, il n'y a pas ces risques-là. Donc c'est important d'avoir au moins cet apport-là quotidien, et même si on n'arrive pas aux 1000 mg qui sont recommandés. Concernant l'iode, donc l'iode, elle a un rôle principalement dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le déficit en iode a été très fréquent à une période, et surtout dans les montagnes. Moi, j'habite en Haute-Savoie, donc c'est le crétin des Alpes typiquement qui a une carence en iode parce qu'il consomme très peu d'aliments qui proviennent de la mer, et du coup, il a une thyroïde qui ne fonctionne pas bien. Donc dans les sources, dans l'alimentation, on va retrouver les algues, on va retrouver le sel qui est iodé, mais il ne l'est pas toujours. Donc quitte à consommer du sel, autant en consommer pas trop, mais autant qu'il soit iodé. Et après, pour les céréales et les légumes, ça va être très variable en fonction de l'endroit où ils sont cultivés. Et puis après, il y a des compléments et des aliments enrichis aussi. Les apports sont globalement plus faibles chez les végétaliens dans les études. Donc c'est important de prévoir des sources d'iode dans son alimentation pour éviter d'être carencé. Et puis vous pouvez peut-être entendre parfois parler de substances goitrogènes comme le chou, le soja ou la patate douce qui auraient un retentissement au niveau de la thyroïde en limitant l'absorption de l'iode. En pratique, si l'apport alimentaire est suffisant en iode, il n'y a pas de problème au niveau de la thyroïde.
Le zinc, il a différents rôles aussi, notamment au niveau de la synthèse enzymatique, de la synthèse protéique, le renouvellement cellulaire, etc. Et là aussi, vous voyez que les sources sont nombreuses, les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux. L'absorption, on retrouve un petit peu les mêmes choses que le fer, c'est-à-dire la lutte contre les antinutriments avec les différentes techniques qu'on a évoquées. Les acides organiques aussi également qui sont contenus dans les fruits, dans les légumes. On se pose la question s'il n'y aurait pas des mécanismes adaptatifs chez les végétariens et les végétaliens, parce qu'en pratique, il n'y a pas tant de carences que ça, alors que le zinc est moins bien absorbé, le zinc d'origine végétale. Malgré tout, certaines institutions recommandent d'augmenter les apports en zinc pour en avoir suffisamment. La vitamine D, on l'a un petit peu évoqué pour le calcium, donc elle joue un rôle très important dans l'absorption du calcium et du phosphore, et donc la santé osseuse, également un rôle au niveau hormonal et au niveau de l'immunité. La source principale de vitamine D, c'est le soleil. En ces belles journées d'automne, on en profite bien. En pratique, ce qui est conseillé, c'est de s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, en évitant entre 10 et 14 heures, enfin, les moments où vraiment le soleil peut aussi, si on s'expose trop, poser des problèmes de peau. Néanmoins, si on s'expose, en particulier durant l'été, 15 minutes, tous les jours au niveau avant-bras et visage, on peut estimer que la synthèse de vitamine D sera suffisante par le biais de la peau. Il y a quand même une carence en vitamine D qui n'est pas du tout propre aux végétariens, qui est très répandue en Occident, parce qu'avec nos modes de vie, nos modes de travail, on est beaucoup moins dehors, on est beaucoup plus enfermé à l'intérieur, et donc on est moins exposé au soleil et on synthétise moins de vitamine D. Donc il y a des recommandations pour certaines populations à risque, les enfants, les femmes enceintes, pour une supplémentation. Et la vitamine D, elle peut être aussi bien d'origine végétale ou animale. On trouve différentes formes qui sont plus ou moins bien assimilées, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. La vitamine B12, j'imagine que vous en avez entendu parler, qui joue un rôle dans la synthèse de l'hémoglobine, qui joue également un rôle au niveau du système nerveux sur la fabrication des gaines qui entourent les nerfs, et puis des rôles au niveau de l'immunité. La vitamine B12, on la trouve pas on la trouve pas de façon fiable dans les végétaux. On peut en trouver dans les algues, on peut en trouver dans les champignons, dans certains aliments fermentés, mais c'est des doses qui sont très variables, qui ne sont pas forcément sous une forme qui est assimilable par notre organisme. Et donc, ça n'en fait pas des sources fiables. Et c'est pour ça que c'est recommandé de se supplémenter en vitamine B12, soit avec des aliments enrichis, soit avec des compléments alimentaires, pour éviter une carence, en sachant que là, il n'y a pas de limite supérieure de sécurité. Donc si la consommation est plus importante, ça ne pose pas de problème, hormis que ce n'est pas forcément nécessaire. C'est une vitamine qui est produite par des micro-organismes et qui est stockée dans notre organisme au niveau du foie. On a des réserves qui sont assez importantes, mais qui s'épuisent petit à petit. On en perd un petit peu tous les jours, donc si on n'a pas de supplémentation, il y a un jour ou l'autre, on finira forcément par être carencé. Et les symptômes de carence sont extrêmement variables, j'en ai mis quelques-uns, mais ce n'est pas du tout spécifique en fait. Ça peut être de la fatigue, des fourmillements, des problèmes digestifs. Donc on ne pourra pas se dire que c'est forcément une carence en vitamine B12, il faudra y penser. Il n'y a pas que les végétariens qui sont carencés. Ça peut arriver chez les enfants ou chez certaines personnes qui l'assimilent mal. Pour en faire le diagnostic, le dosage sanguin, c'est ce qui est le plus répandu, mais qui n'est pas forcément le plus fiable. En particulier si on consomme des aliments qui contiennent des analogues comme de la spiruline, qui vont fausser un petit peu les dosages. Donc il y a différents dosages qui peuvent être recommandés pour être plus précis et qui peuvent... et c'est surtout d'avoir différents types de dosages qui permettent d'avoir une idée plus précise du statut en vitamine B12. Là aussi, on pourra y revenir si vous le voulez. Il existe donc plusieurs formes de vitamine B12 qui sont plus ou moins bien absorbées, qui subissent des processus de transformation
dans l'organisme. En gros, la forme qui est la mieux absorbée, a priori, c'est la cyanocobalamin. Et donc pour la supplémentation, je vous ai mis là des exemples de ce que nous, on va conseiller. Donc un microgramme 3 fois par jour, c'est quand c'est dans l'alimentation avec des aliments enrichis. Et sinon, c'est sous forme de supplémentation avec soit 10 microgrammes par jour, soit une dose beaucoup plus importante une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ou 5000 microgrammes tous les 15 jours. En fait, c'est lié au fait que l'absorption active de la vitamine B12, elle se fait de façon très limitée. C'est des mécanismes qui sont vite saturés. Et donc, c'est pour ça que si on en prend moins fréquemment, il faut augmenter les doses de façon très importante parce que c'est une absorption qui est à ce moment-là passive et qui est beaucoup moins efficace. Mais qui fonctionne quand même. Et de toute façon, comme on le stocke, c'est pas gênant d'en prendre moins souvent. Sur les autres vitamines, on a fait cette diapositive. Il n'y a pas tellement de risques sur les autres vitamines, mais on a eu des questions qui revenaient. Donc sur la vitamine A, on en trouve, il n'y en a pas dans l'alimentation végétale, mais on va consommer de la provitamine A sous forme c'est le bêta-carotène en fait qu'on va retrouver dans un certain nombre de légumes notamment. Et c'est une vitamine qui est liposoluble, donc qui est soluble dans le gras. Et c'est pour ça qu'il faut éviter des alimentations trop pauvres en graisse qui limitent l'absorption de toutes les vitamines qui sont liposolubles. Donc on avait une question de Peter justement sur la vitamine A et qu'il y aurait beaucoup de polymorphisme dans la population qui limiterait la conversion du bêta-carotène en vitamine A. Pour répondre à cette question, ce qui ressort dans la littérature que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de carence en vitamine A chez les végétariens. Il y aurait la synthèse de la transformation du bêta-carotène en vitamine A se fait de façon plus ou moins efficace en fonction de la quantité de bêta-carotène qu'on consomme. Et en pratique, ce n'est pas quelque chose qui ressort. Alors certainement, il y a des mutations et individuellement, il y a des gens qui peuvent se retrouver carencés, mais ça reste rare. On a eu aussi une question de Herman sur les vitamines moins connues, comme la vitamine K2. Alors là, moi, je ne suis pas spécialiste sur ce sujet-là, mais dans les recherches qu'on a pu faire, a priori, ça ne pose pas de problème si on a un apport suffisant en calcium et en vitamine K1, qui est une autre vitamine qui en fait se transforme en vitamine K2 dans l'organisme avec une enzyme au nom imprononçable dont je vais vous épargner aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas de souci non plus au niveau de cette vitamine K2. En tout cas, j'ai rien pu lire dans ce sens-là. Maintenant, sur les oméga 3, donc les acides gras oméga 3, qui sont des acides gras essentiels, donc qu'on ne peut pas synthétiser dans notre organisme. Les oméga 3, on va les retrouver beaucoup dans le lin, également dans les noix, que ce soit sous forme d'huile ou de fruits secs, dans le colza et dans le soja, dans une moindre proportion. Il existe différents types d'oméga 3. Il y a les oméga 3 à chaîne courte et les oméga 3 à chaîne longue. Sans rentrer dans les détails, dans l'alimentation végétale, il n'y a que des oméga 3 à chaîne courte, donc les ALA, et qui sont... donc ici, je vous ai fait un tableau récapitulatif avec en vert, vous pouvez voir la composition en oméga 3 de différentes huiles. Donc tout en bas, vous avez l'huile de lin, qui est la plus riche en oméga 3 qui existe, puisqu'il y a 53, donc c'est en grammes pour 100 grammes, donc il y a 53% d'oméga 3. Juste au-dessus, il y a l'huile de noix, l'huile de colza aussi qui en contiennent un petit peu, le soja, germe de blé, et après toutes les autres en contiennent, mais vraiment de façon très, très infime. Et en rouge, vous voyez les graisses saturées qui sont variables suivant les huiles. Et également une huile qui est importante, un acide gras qui est important à prendre en considération, c'est les oméga 6 qui sont en bleu et en fait qui vont avoir un mécanisme de transformation dans l'organisme qui est concurrent avec les oméga 3.
Ce schéma, il est très complexe. Simplement, je voulais attirer votre attention sur le fait que les voies de transformation et les enzymes qui vont permettre la transformation des acides gras, donc sur la gauche, c'est les oméga-6 et sur la droite, c'est les oméga-3, qui vont permettre la transformation des oméga-3 à chaîne courte, donc ici l'acide alpha-linolénique, en oméga-3 à chaîne longue, qui sont réputés être bons pour la santé, on y reviendra. En fait, c'est les mêmes enzymes qui sont concurrentielles pour les oméga-3 et les oméga-6. La seule chose à retenir là-dessus, c'est qu'il faut pas consommer trop d'oméga-6, ce qui est notre cas en Occident, on en consomme trop, par rapport aux oméga-3, pour permettre au mécanisme de transformation des oméga-3 à chaîne courte en oméga-3 à chaîne longue d'être plus efficace. En pratique, pour faire très simple, les acides gras saturés, les acides gras trans, il faut les limiter au maximum, voire les éviter pour les acides gras trans. C'est les acides gras qu'on retrouve dans les produits industriels essentiellement. Et ce qu'il faut privilégier, c'est les acides gras essentiels qui soient monoinsaturés, qu'on va retrouver essentiellement dans l'huile d'olive. Et les acides gras polyinsaturés, donc les oméga-6 et les oméga-3, en privilégiant les oméga-3, parce qu'en pratique, les oméga-6, on a tendance à en consommer suffisamment, voire même trop, par rapport aux oméga-3. Donc on a eu pas mal de questions sur justement est-ce qu'il fallait se supplémenter en oméga-3 à chaîne longue. Est-ce que sur les questions de Peter sur les carences, un vieillissement accéléré du cerveau, la conversion, est-ce qu'il faut se supplémenter encore, est-ce qu'on peut mesurer notre taux de DHA et une question sur pourquoi ces sujets apparaissent récemment. Globalement, il y a une étude de la Fondation Cochrane, qui est une fondation de scientifiques indépendante, qui en 2018 a repris un peu toutes les études, qui a fait une revue de la littérature dessus sur les oméga-3. Et la conclusion de cette étude, c'est que l'augmentation des apports en DHA et en EPA, donc en oméga-3 à chaîne longue, via une supplémentation notamment, aurait une faible, voire une absence de bénéfice sur la santé, en particulier au niveau du cœur. Idem au niveau du risque de mort toute cause, le chiffre c'était 8,8% contre 9%, donc c'est pas vraiment significatif. Et sur la question de prendre des compléments en EPA ou DHA, là aussi c'est une faible ou absence de différence, que ce soit au niveau du risque cardiovasculaire, du risque d'accident vasculaire cérébral et des problèmes cardiaques. Donc la question, en tout cas chez l'adulte, est-ce qu'il faut se supplémenter en DHA et EPA? Pas forcément. Et surtout, ce qui est important, c'est de consommer des oméga-3 parce que c'est quand même des acides gras essentiels et de les privilégier par rapport aux oméga-6. Alors là, on a beaucoup parlé de nutriments. On se rend compte que c'est compliqué et que c'est... on pourrait encore rentrer beaucoup plus dans les détails, mais finalement, on peut aussi s'intéresser aux aliments, tout simplement, et rendre les choses beaucoup plus simples. Donc on a vu des questions à ce niveau-là sur les proportions de chaque catégorie d'aliments et sur finalement, qu'est-ce que c'était une alimentation végétalienne équilibrée. Voilà. Les groupes d'aliments, c'est ceux qui revenaient beaucoup quand je vous ai présenté les nutriments, c'est toujours les mêmes finalement. Les légumineuses, les légumes et les fruits, les oléagineux et les graines, les algues pour l'apport en iode, et puis les céréales complètes. Complètes parce qu'elles contiennent plus de fibres, donc c'est plus intéressant, et plus de nutriments aussi. Et puis les huiles, en favorisant les huiles riches en oméga-3. Donc si on regarde juste cette diapositive, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Il faut consommer tous ces aliments-là à des fréquences régulières. Alors après, on peut voir des assiettes alimentaires qui sont proposées par différents organismes. Là, c'est au Royaume-Uni. Donc en vert, vous avez les végétaux, les fruits et les légumes. Ici,
Donc là, ce n'est pas spécifique aux végétaliens, mais c'est compatible avec les pois chiches, les légumineuses. En fait, c'est des sources de protéines. Ici, les produits laitiers ou les alternatives aux produits laitiers, les boissons à base de soja notamment. Et puis, les produits céréaliers en favorisant les céréales complètes. Là, c'est en Australie. On voit que les proportions ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est un peu le même ordre d'idée. Ici, c'est aux États-Unis, avec... ici, pareil, ils disent les protéines, mais c'est toutes les sources de protéines, donc que ce soit animal ou végétal, ça fonctionne. Puis les produits laitiers, ils sont un petit peu sur le côté. Et là, c'est la plus récente, c'est le Canada qui, en 2019, a actualisé ses recommandations et qui conseille des aliments protéinés, qu'ils soient d'origine animale ou végétale. Ici aussi des céréales complètes, et puis la moitié de l'assiette, c'est les fruits et les légumes. Donc quand on se place de ce point de vue, c'est beaucoup plus simple. En termes de quantité, c'est un peu l'idée qu'il faut consommer. Alors à chaque repas, pas nécessairement. Il y a des repas où on va consommer plus d'un type ou d'un autre d'aliment, et puis on va équilibrer sur la journée, voire sur la semaine. Et je vais passer la parole à Sébastien pour les protéines. Donc moi, effectivement, je vais vous parler des grands mythes qu'il y a autour des protéines végétales. Et je vais commencer par une citation que j'aime bien. On mange autant de mythes que de calories. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui entourent l'alimentation et on a souvent des idées préconçues, et notamment par exemple qu'il faudrait des protéines d'origine animale, sinon les autres, ça ne seraient pas des vraies protéines, pour pouvoir faire notamment une bonne masse musculaire. Alors on peut voir qu'effectivement, les végétaliens manquent de protéines, a priori ça doit gêner pour la formation de muscles, ou alors c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Très rapidement, les besoins en protéines ont été établis à peu près. Alors, je vous passe les détails sur comment on établit les besoins. On va y rentrer quand même un petit peu. C'est-à-dire, on prend une population qui a l'air saine et on se dit, ben voilà, combien ils consomment, et a priori, c'est le chiffre qui convient bien. Donc, c'est un petit peu au doigt mouillé quand même si ça a du sens quelque part, mais voilà, ça reste des idées en fait générales et non pas des guidelines. Donc, ça avait été établi à 0,6 g par kilo de poids corporel par jour pour les adultes. On s'est dit qu'il y a des choses qui faisaient qu'on absorbait un peu moins bien les protéines, qu'il fallait qu'on surveille. On a toujours quand même une idée de peur de carence. Il faut savoir qu'on vit actuellement plutôt une période d'abondance alimentaire, au moins pour la majorité d'entre nous. Mais on a surtout connu des carences et du coup il y a quelque chose qui reste ancré à ce niveau-là dans cette peur de manquer. Du coup on a fini par définir les besoins à 0,8 g par kilo de poids corporel par jour pour un adulte. Ça fait à peu près 58 grammes pour un adulte de 70 kg. Alors les doses après sont variables, les quantités pour les enfants, pour les seniors, pour les femmes enceintes et pour les sportifs. On voit qu'il y a une augmentation effectivement pour les sportifs, alors qui n'est pas non plus énorme, mais oui, on consomme un petit peu plus de protéines. Cela dit, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion notamment de faire des courses ou des choses comme ça. Pour ma part, pour avoir fait des marathons, ce qu'on nous distribue en fait tout le long des 42 km, c'est pas des steaks, c'est des sources de sucre, c'est des glucides, c'est ça qui est nécessaire pour pouvoir entretenir l'effort musculaire. Et les apports maintenant en protéines, parce que du coup on parle beaucoup de carence en protéines, mais quels sont finalement les apports observés dans la population occidentale ? La population occidentale consomme à peu près 170% des protéines du minimum qu'on devrait consommer. Donc on voit qu'on est quand même assez loin de la carence, mais ça c'est parce que bien évidemment ils mangent de la viande, donc du coup on est bien au-dessus. Les végétariens sont quand même déjà au-dessus à 130% en moyenne par rapport aux apports protéiques recommandés, et les végétaliens à 120%. C'est-à-dire que même en étant végétalien, on reste quand même dans une proportion de protéines qui est largement suffisante. Détaillons maintenant un petit peu pourquoi on parle finalement autant des protéines. Alors déjà parce qu'elles ont un caractère un petit peu irremplaçable. C'est-à-dire que, bon an mal an, si on consomme beaucoup de sucre, on arrive à faire du gras avec. Si on consomme du gras, on arrive à faire du sucre avec. Notre corps, alors je simplifie beaucoup le mécanisme, mais c'est l'ordre d'idée. Par contre, on n'arrive pas à faire des protéines avec des glucides ou avec des lipides. Qu'elles ont énormément de fonctions dans le corps. Les protéines vont servir à transmettre des signaux dans notre corps, à grandir, les cellules réceptrices, notre œil qui reçoit la lumière, qui vous permet de regarder le diaporama, c'est des protéines qui rentrent en action. Les défenses immunitaires, c'est des protéines. Enfin, les protéines rentrent quasiment dans tous les mécanismes de notre corps, donc elles sont effectivement très importantes.
Et pour ma part, je pense que c'est aussi parce que ça a été longtemps un argument pro-viande, c'est-à-dire de dire effectivement, la viande va vous fournir les protéines nécessaires. Et du coup, on en parlait beaucoup. Et vous allez voir qu'on en parle quand même de moins en moins parce qu'on se rend de plus en plus compte que c'est pas totalement vrai, que ça devient moins un argument de vente pour la viande. C'est quoi une protéine? Alors sans faire de vous des experts en biochimie, on va essayer de rentrer un peu quand même dans le détail. Déjà, elles sont construites à partir de notre ADN. C'est un assemblage d'acides aminés. La définition là est un peu floue, mais en gros on considère qu'à partir de 10 acides aminés ensemble, on parle de peptides, et à partir de 50 de protéines. Mais ce qui est très important, voilà, dire on mange des protéines, certes, mais les protéines sont digérées, ça devient des acides aminés, et après c'est ces acides aminés-là qui rentrent en ligne de compte. Les structures des protéines, c'est une structure qui est assez complexe, qui explique pourquoi elles ont autant de fonctions. Ce qu'on appelle la structure primaire, c'est la séquence basique des acides aminés. La structure secondaire, c'est comment les protéines vont se replier en fait, en formant effectivement différentes configurations qui vont permettre la structure tertiaire, qui est la structure en 3 dimensions de la protéine. C'est ce qui va définir la fonction de la protéine, en fait, ce qui lui permet d'agir et qui va être différente notamment en fonction du milieu, c'est-à-dire la protéine par exemple va avoir une forme différente qu'elle soit dans le milieu intracellulaire ou extracellulaire et donc une fonction potentiellement différente. La structure quaternaire n'est pas nécessaire à toutes les protéines, c'est quand plusieurs petites chaînes polypeptidiques, plusieurs protéines s'assemblent. On a l'exemple des anticorps par exemple qui forment une structure quaternaire. C'est quoi un acide aminé, du coup, pour reprendre à la base? Alors, les acides aminés qu'on appelle protéinogènes, qui nous servent à faire des protéines qu'on synthétise dans notre corps, il y en a 20. Vous pouvez voir des fois que le chiffre est un peu plus grand, ça dépend ce qu'on entend par là. Dont 9 qui sont essentiels, et c'est là où, a priori, l'alimentation végétalienne pêcherait. On aura l'occasion d'y revenir. Les acides aminés, ils ont donc, c'est une chaîne, 2 extrémités, une chaîne carboxyle et une chaîne aminée, sans surprise, donc des acides aminés. Et ça définit des propriétés différentes. C'est-à-dire des acides aminés qui peuvent être soufrés, qui peuvent être aromatiques, qui vont avoir des charges qui peuvent être positives, négatives ou neutres. Et c'est ça qui va permettre en fait des fonctions différentes au niveau des acides aminés et des protéines ensuite. Les acides aminés essentiels, puisqu'on en parle beaucoup, je vous en fais une petite liste là. Je vous remercie de l'oublier assez rapidement parce que je pense qu'il y a des choses plus importantes à retenir. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire qu'on les a bien identifiés. C'est donc des acides aminés qu'on n'est pas capable de synthétiser par notre corps, qu'on est obligé d'avoir par un apport alimentaire. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet et dans les mythes qui entourent les protéines végétales. Alors déjà, il faut savoir que c'est très ancien. Très ancien, c'est-à-dire dès le début de la biochimie, on est rentré dans des mythes sur les protéines végétales, où on a commencé à dire au départ que seules les protéines d'origine animale étaient satisfaisantes pour faire des protéines. Alors pour la petite histoire, notamment appuyée par le baron Liebig, celui qui a fait les petits cubes après, qui lui avait déterminé que seules effectivement les protéines d'origine animale pouvaient fournir l'azote nécessaire. Puis après, il y a eu plein d'autres études qui ont suivi, parce que quand on a commencé à pouvoir étudier de manière biochimique un petit peu les molécules, on a eu beaucoup d'études et qui ont montré que pas du tout, que les protéines végétales étaient nettement satisfaisantes pour ça, mais c'est un peu toujours le premier qui a parlé qui a raison. Donc ça a mis du temps à faire son chemin. Il y a eu un deuxième mythe sur la complémentation des protéines, alors un mythe qui s'est pas mal développé notamment dans les années 70, notamment avec une autrice Diet for a Small Planet, où elle explique qu'il faudrait effectivement complémenter les protéines de légumineuses et de céréales pour obtenir la fameuse protéine complète, parce que les protéines seraient incomplètes dans les végétaux, j'y reviendrai. Elle-même s'est rétractée 10 ans plus tard, en fait, elle a fait tout un article pour dire qu'elle s'était trompée, et que voilà, mais ça n'a jamais été pris en considération. Début des années 90, il y a des études du coup qui ont été faites justement pour dire est-ce qu'il faut vraiment manger des légumineuses et des céréales à chaque repas. Et en fait, ce qu'ont montré ces études-là, donc c'est début des années 90, ça commence à dater un petit peu, c'est que ce n'était pas nécessaire en fait de consommer à chaque repas tous les acides aminés en quantité satisfaisante. L'important, c'est que ça soit fait. Alors là, un peu moins bien défini, c'est-à-dire dans la journée, dans la semaine. Enfin voilà, on se rend compte que le temps et la temporalité n'est pas forcément dans le même repas. Pourquoi ? Parce qu'on a des acides aminés circulants, parce qu'on a quand même une réserve d'acides aminés. Enfin plein de choses qui font qu'on n'est pas dépendant de chaque repas, et heureusement. Sinon, quand on saute un repas, ça serait dramatique pour notre corps. L'indice chimique est le deuxième, encore un point qui a amené de la confusion dans les protéines.
L'indice chimique, justement, c'était de se dire, on a été pendant longtemps très nutriments, comme on l'a rappelé, c'est-à-dire à tout détailler. Et puis depuis quelques années, on se rend compte que finalement, on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments, et que du coup, ce n'est pas la même chose. Mais bon, à une époque, voilà, on détaillait beaucoup les protéines, on se disait, ben voilà, il faut que chaque acide aminé ait les apports satisfaisants. Et on définit un indice où on dit, ben voilà, l'indice chimique, s'il est égal à 1, ça veut dire que tous les acides aminés essentiels sont présents en quantité satisfaisante pour notre corps. Sauf qu'on a pris en protéine de référence la protéine de l'œuf, qui est une protéine effectivement qui est très riche, mais qui du coup est quelque part trop riche, qui a en fait, si on se base sur les besoins, un indice chimique qui est très élevé. Donc du coup forcément quand on compare les protéines, toutes les protéines, et notamment les protéines végétales avec une protéine qui est très riche, ben, elles apparaissent pauvres. Mais c'est parce qu'on se base sur une protéine de l'œuf qui ne sont pas nos besoins en fait. Donc du coup ça a créé tous ces éléments, un mythe autour des protéines végétales. Alors, soyons clairs, tous les acides aminés essentiels sont présents. Ils peuvent être en quantité plus ou moins satisfaisante. On dit que les céréales ont un défaut en lysine. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0 lysine dans les céréales, mais ça veut dire qu'elles n'en ont pas suffisamment au vu de nos besoins. Tout comme les légumineuses ont une tendance à avoir un défaut en méthionine et en cystéine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a un petit peu moins que nos besoins. Donc effectivement, l'idée de les associer n'est pas bête en soi, vous pouvez le faire, mais ça ne va pas être à devenir intellectuel en fait, ça va se faire de manière assez naturelle. Donc vraiment cette association n'est pas nécessaire à chaque repas. Après l'idée c'est que oui effectivement il faut manger varié, si vous mangez que des légumineuses et que dans vos plats il n'y a jamais de céréales, il y a un moment donné où c'est dommage déjà, et où ça peut poser des questions, mais pareil et inversement. Donc je disais donc l'œuf qui avait été retenu de manière historique, pour vous donner une idée, l'indice chimique c'est 1,58 de l'œuf. Donc c'est très riche finalement comme protéine. Et si on utilise les besoins en acides aminés, on se rend compte qu'il y a des aliments végétaux avec un indice chimique supérieur à 1 qui sont très nombreux. On peut parler du quinoa, on peut parler des épinards, on peut parler des haricots, du pois jaune, du soja, des petits pois. Enfin, on peut en faire toute une liste en fait, d'aliments qui ont cet indice chimique qui est supérieur à 1 et qui quelque part se suffisent à eux-mêmes. On pourrait les manger, alors après c'est un peu monotone, mais voilà, qui apportent vraiment toute cette variété d'acides aminés. Donc les carences en protéines. Pas de carence vraiment connue en France, c'est-à-dire hors pathologie. Il y a des pathologies particulières qui nécessitent plus de protéines, mais là on n'est plus dans la physiologie. De manière physiologique, il n'y a pas de carence connue en protéines, notamment à partir du moment où on apporte le nombre de calories suffisant. C'est-à-dire si on mange à notre faim, si notre poids reste à peu près stable, on peut difficilement manquer de protéines. Il y a une petite exception à ça, c'est si on était frugivore. Les personnes qui mangent que des fruits, là effectivement ça devient compliqué d'avoir l'apport en protéines recommandé, parce que finalement il y a peu de protéines dans les fruits. Il y en a, mais très peu, et les protéines on en trouve sinon de partout, à part grosso modo dans le sucre et dans les huiles. C'est les deux éléments où on ne trouvera pas de protéines, mais sinon il y en a vraiment de partout. Pour vous donner une idée, parce que souvent on se dit oui mais pour les enfants ça serait dramatique, il faut vraiment qu'ils aient leurs besoins en protéines. Alors, très simplement, là je vous montre la différence en bleu entre les apports qui sont conseillés pour les enfants et en rouge ce qu'on leur apporte dans les cantines scolaires. Donc ça c'est quelque chose qui a été fait par Greenpeace de manière assez théorique, mais qui montre combien on propose beaucoup trop de protéines aux enfants. Et on pourrait dire c'est un peu théorique, il y a la ville de Montpellier qui s'est penchée dessus et qui, à la base, au vu des menus que eux proposent, ont regardé ça d'un peu plus près. Et ce qu'ils ont vu, c'est que le repas entre guillemets classique fournissait 23% de protéines, avec 64% des AJR, apport journalier recommandé, en protéines, en sachant que le repas de midi devrait apporter entre 30 et 40%. Donc on est déjà quand même vraiment dans un excès, ce qui vient confirmer en fait ce qu'on avait pu voir dans la diapositive d'avant. Le repas végétarien, on est mieux, mais ça reste encore élevé. Et ce qu'ils appellent le repas alternatif, en fait, c'est un repas végétalien. Mais ils se sont rendus compte que le terme végétalien, ça bloquait un petit peu, tandis que le terme alternatif, tout de suite, c'est hype et ça passe mieux. Et là, du coup, on tombe mieux dans les recommandations, finalement. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, voilà, arrêtons d'avoir peur de cette carence en protéines, quoi. C'est vraiment pas la question. Pour vous dire un peu où vous les trouvez, et là, vraiment, il n'y a que 20 aliments, mais il y en a beaucoup plus, mais de manière importante, on en trouve beaucoup dans les graines. Alors après, vous allez me dire, c'est rare de se manger 100 grammes de graines.
je vous l'accorde. Mais ça reste quand même voilà, des sources qui sont intéressantes. Mais après, on en trouve vraiment dans les pois, dans certains céréales, type avoine, quinoa, enfin le blé tendre. On en trouve vraiment de partout, quoi, hein. C'est vraiment pas une inquiétude à avoir. Et à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de connaître, et là on voit même encore, il y a des publications qui ont été faites en septembre, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez récent dans le changement de paradigme, qui est de se dire finalement, c'est quoi une protéine de qualité ? Et bien il y a des auteurs qui proposent de redéfinir la qualité des protéines en disant une protéine de qualité, ça doit être une protéine qui est bonne pour la santé, qui est bonne pour l'environnement. Et ils se sont rendus compte en faisant des études, notamment par des Français qui ont fait des études là-dessus, qu'une alimentation qui était riche en acides aminés essentiels, on va dire ça autrement, une alimentation qui est riche en viande, grosso modo, présente davantage de risques cardiovasculaires. C'est-à-dire de manière assez étonnante, qu'alors on considère que c'est des acides aminés qui sont essentiels, qui sont importants, sur lesquels on apporte une attention. Vous voyez, mais trop en manger, l'excès finalement, ce n'est pas bon non plus. Et pareil dans l'enfance, c'est-à-dire qu'on a vraiment montré que l'excès de protéines animales dans l'enfance, c'est davantage de risques d'obésité et c'est davantage de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Parce qu'encore une fois, l'excès, c'est délétère. Là, je vais vous parler en fait, alors certaines questions qu'on a eues des internautes, hein, notamment Peter qui nous en a posé quelques-unes, pour parler des acides aminés protéines un peu particulières, notamment par exemple la taurine. La taurine, c'est un dérivé d'acide aminé soufré qui vient de la cystéine et qui est effectivement du coup moins présente de base dans l'alimentation végétalienne, mais qui est synthétisée par le corps. Effectivement, quand on fait des études, on se rend compte que les végétaliens ont moins de taurine que les personnes qui ont une alimentation classique. La question, en fait, c'est oui, il y en a moins, et alors ? En fait, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un, finalement, oui, vous avez moins de ça. C'est bien, d'accord, j'en ai moins, mais qu'est-ce que ça change, en fait, finalement, pour moi ? Et ben, il y a une étude qui montre que c'est peut-être un des effets protecteurs du régime végétalien et qui montrerait une diminution du cancer du côlon. C'est-à-dire, oui, effectivement, on en a moins, mais c'est peut-être mieux d'en avoir moins. On peut parler aussi des acides aminés qu'on appelle à chaîne latérale ramifiée, qui sont les leucine, isoleucine, valine. Je vous passerai le détail biochimique. Et pareil, il y en a moins, effectivement, dans le régime végétalien, c'est vrai, mais on se rend compte que ça modifie les chaînes enzymatiques et des voies métaboliques, et que ça peut expliquer pourquoi aussi il y a moins de diabète dans les régimes végétariens et végétaliens. Donc encore une fois, on ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas encore toutes les voies métaboliques probablement, mais c'est pas parce qu'on manque de on manque entre guillemets, c'est parce qu'il y a moins de quelque chose dans notre alimentation que notre corps il sait pas faire autrement. Et des fois, quand il fait autrement, c'est mieux. Donc là, moi, je vous dis tout ça. Vous pouvez me croire. Je vous invite à le faire. Mais après, je vais là vous donner deux citations en fait du professeur Mariotti, qui est le président du comité d'experts spécialisé nutrition à l'ANSES. Donc voilà, qui est pas n'importe qui n'est pas affilié à une structure végétarienne ou végétalienne, et qui dit notamment que la consommation de protéines végétales est un marqueur robuste d'une alimentation saine. C'est-à-dire lui, alors, outre le fait d'être président du comité d'experts, il est aussi, il a beaucoup fait d'études sur les protéines, et lui, ce qu'il se rend compte, c'est que plus une alimentation est dirigée par les protéines végétales, et plus elle est saine. Et pareil, il invite dans les pays occidentaux à définir que la vision standard de la qualité des protéines est maintenant complètement obsolète. Il faut qu'on arrête avec ces protéines incomplètes, avec toutes ces choses qui n'ont pas de sens finalement, et qu'on passe à autre chose. Ce que je voudrais vous faire vraiment retenir, c'est vraiment que tous les acides aminés sont présents dans l'alimentation végétale. Il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus. Il y a une variété d'apports qui est important, hein, de varier effectivement ces apports, mais ces apports alimentaires. Le vrai risque en France, ça reste quand même l'excès, et que les protéines végétales sont des protéines de qualité nutritionnelle et environnementale qui sont vraiment intéressantes. Alors je vais continuer un petit peu, on parle des aliments riches en protéines, il y a notamment le soja, dont on parle beaucoup, à tort et à raison. Je vais essayer de faire un petit peu le point pour vous. De quoi parle-t-on déjà quand on parle du soja ? Donc, il s'agit d'une légumineuse, qui a été pendant longtemps principalement consommée en Asie, depuis un peu plus d'un siècle en France, et depuis à peu près 80 ans pour les enfants en Europe. C'est-à-dire que fin des années 30, on a commencé à faire des préparations infantiles pour les enfants. En sachant pour la petite histoire que déjà à l'époque, les industriels des produits laitiers militaient pour qu'on ne puisse pas les appeler lait de soja. Comme quoi ça ne date pas d'aujourd'hui.
C'est un aliment qui est riche en nutriments, notamment en protéines, en fibres, qui est pauvre en acides gras saturés, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est plutôt bénéfique, et qui contient des phytosèrmes. Alors phytosèrmes, d'autres appellent ça des phytoœstrogènes, et c'est là où un petit peu ça bloque, et c'est là où effectivement il y a des gens qui ont eu des inquiétudes. Pourquoi ? Parce que les phytosèrmes, ils interagissent avec les récepteurs à œstrogènes. Mais finalement, ça a été beaucoup démontré dans des études in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai. Il y a eu aussi des études chez les rats qui ont montré que ça perturbait un petit peu les rats, notamment au niveau de leurs organes sexuels et autres. Mais moi, je dois reconnaître que depuis que j'ai vu que les chiens ne supportaient pas le chocolat, j'ai une tendance à voir de manière assez limitée en fait, des expériences alimentaires sur les animaux. Et du coup, ça a soulevé des inquiétudes sur la santé des enfants, sur les cancers hormonodépendants, est-ce qu'on n'est pas allergique ? Enfin, ça a soulevé beaucoup d'inquiétudes. Donc revenons sur les phytosèrmes. Sèrme, c'est-à-dire modulateur sélectif des récepteurs des oestrogènes. Un mot bien compliqué pour dire que ça interagit en fait avec les récepteurs aux oestrogènes, qui est une des hormones féminisantes. Mais ce ne sont pas des hormones féminines. Attention, il y a quand même une différence entre les deux. Alors pareil, on ne va pas faire trop de biochimie pour vous ce soir, mais l'oestradiol, c'est un stéroïde. C'est-à-dire l'hormone féminine est une catégorie chimique qui est très différente des phytosèrmes, qui sont des polyphénols. Je vous demanderai de me croire sur parole, mais au niveau biochimique, c'est vraiment très différent. Et du coup, des affinités différentes pour les récepteurs oestrogènes, c'est-à-dire qu'ils vont très peu se lier. Il y a deux types de récepteurs oestrogènes, les alpha qui sont plutôt prolifératifs et les bêta antiprolifératifs. Les phytosèrmes vont plutôt se lier aux bêta, et encore de manière bien moindre que l'oestradiol, mais du coup, on va plutôt avoir une tendance à éviter la prolifération. Donc on se rend compte que dans le cancer, déjà, ça a plutôt une tendance à limiter. Ils sont présents dans les céréales, les oléagineux et dans les légumineuses. Il n'y a pas que le soja qui contient des phytosèrmes. Alors certes, c'est lui qui en contient le plus, mais par exemple le lin en contient beaucoup. Il y a d'autres aliments qui en contiennent. Alors qu'est-ce qu'on a appris depuis toutes ces études dans les tubes à essai et sur les rats ? Alors d'abord, est-ce que c'est un allergène le soja ? Oui, mais beaucoup moins que le lait de vache. Il y a 4 fois moins d'allergies aux protéines de soja qu'aux protéines de lait de vache. C'est rare avant 6 mois. Et ça ne fait jamais des états de choc, c'est jamais grave en soi. Ça peut être impressionnant, ça peut être gênant, mais pas grave. Et souvent, après 2 ans, ça a une tendance à se résoudre. Par rapport au cancer du sein, et on avait eu notamment une question de Herman dessus, on s'est rendu compte que les populations qui en consomment le plus ont le moins de cancer du sein. Alors, c'est les populations asiatiques qui sont habituées à manger du soja depuis longtemps. Est-ce que c'est valable aussi pour la population occidentale ? Mais les études nous disent que oui. On a moins d'études, mais on en a quand même qui montrent que les consommateurs réguliers de soja ont un peu moins de cancer du sein. C'est mieux si c'est commencé dans l'enfance, c'est-à-dire que le corps, notre microbiote, ce qui peut expliquer beaucoup de différences dans notre manière d'ingérer, de considérer les aliments et de les supporter, c'est-à-dire les bactéries qu'on a dans les intestins sont différents, sont liées à ce qu'on consomme, à notre mode de vie, à l'environnement, à beaucoup de choses. Et du coup, si dans l'enfance on commence déjà un peu à digérer du soja, eh ben on l'utilise de meilleure manière. Il y a encore d'autres choses sur la fertilité. Qu'est-ce qu'a montré les études sur le soja ? Pas de puberté précoce, pas de désagrément sur la fertilité, pas d'influence sur la qualité du sperme, ou alors c'est une différence qui est plutôt positive. Et sur la ménopause, parfois un effet positif sur les désagréments. Alors, je suis désolé de minorer un petit peu ça peut être très désagréable, ce qu'on appelle le climatérisme, des suées, de la chaleur qui arrive. Et on a constaté que les personnes qui consomment régulièrement du soja sont moins gênées. Ça ne marche pas pour toutes les personnes, encore une fois, très probablement lié au microbiote et à ce qu'on fait du soja, en fait. Et pour les règles, alors pas de perturbation. On a noté dans une étude de cohorte un léger allongement, mais c'est très difficile de le relier qu'au soja. Mais a priori, rien de vraiment fondamental. Sur la thyroïde, comme on en parlait tout à l'heure, non, le soja ne cause pas d'hypothyroïdie. Par contre, il faut qu'il y ait des apports en iode suffisants. Ça fait partie effectivement de ces aliments qu'on dit coatrogènes, c'est-à-dire qui peuvent faire augmenter le volume de la thyroïde, comme le chou, le navet, le millet, enfin il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Et non, le soja n'est pas indispensable pour les végétariens ou les végétaliens, soyons clairs. Oui, c'est un aliment qui est intéressant. Non, il n'est pas indispensable. Au niveau de l'environnement, parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment avec les feux qu'on a pu observer en Amazonie, la déforestation. Alors oui, le soja peut être problématique pour l'environnement, mais c'est le soja qui est à destination des animaux, en fait.
pas le soja que nous, on va manger dans la population générale. Et sinon, pour l'environnement, quand on en fait une production, on va dire, limitée, au contraire, c'est une légumineuse qui nécessite peu d'eau et qui a une tendance à enrichir le sol en azote. Donc c'est plutôt un élément qui est positif. Et pour les enfants, parce que ça c'était quand même la grande inquiétude, c'est quand même pour les enfants. Le soja serait dangereux pour les bébés et les enfants? La réponse est non. On va aller un peu plus loin. Le lait maternel, c'est quand même ce qui est toujours à privilégier, c'est-à-dire qu'on favorise toujours l'allaitement. Après, il y a des cas où c'est pas possible pour plein de raisons différentes. Auquel cas, il y a les préparations pour nourrissons qui peuvent être à base de soja, qui peuvent être à base de riz aussi, mais qui peuvent vraiment fournir le nécessaire. On a bien insisté, préparation pour nourrissons, et non pas des jus de soja qui ne sont pas adaptés avant 1 an, mais c'est le même cas pour le lait. C'est-à-dire on en fait beaucoup état, des laits de soja, des laits d'amande avant d'1 an, que ça serait dangereux. Mais c'est pas mieux pour le lait en fait. Le lait, il n'est pas non plus autorisé avant 1 an, tout simplement parce que, alors à contrario, il est trop riche et que le corps de l'enfant n'arrive pas à le gérer, ça se finit de manière aussi dramatique. On en parle beaucoup moins dans les journaux, mais ça arrive malheureusement. Donc ce qu'on a vu pour les enfants, c'est qu'il n'y avait pas d'incidence sur le développement. C'est-à-dire les organes génitaux, il n'y a pas de problème, la puberté n'est pas modifiée, les enfants se développent bien au niveau psychomoteur, et il y a un probable, il faut toujours être prudent en nutrition, un probable effet protecteur à long terme sur les cancers hormonodépendants. Ça, encore une fois, c'est moi qui vous le dis, et on n'est pas, voilà, on peut en discuter, mais c'est un avis qui est partagé par l'Académie américaine de pédiatrie, qui est partagé par la Société canadienne de pédiatrie, et qui est partagé par l'association en Grande-Bretagne de diététiciens. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'associations qui ne sont pas forcément pro-végé, ce n'est pas forcément leur fibre, mais qui viennent soutenir tout ça. Alors le soja, après, il existe sous des formes très très diverses. Il peut être en boisson, en tempeh, natto, c'est-à-dire fermenté, en sauce miso. Enfin, il y a vraiment plein de manières de consommer le soja. Et comment on peut ne pas le consommer? Car en effet, le soja n'est pas indispensable. Ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est qu'il ne contient pas d'hormones féminines. Et qu'une consommation normale est saine, voire bénéfique. Qu'est-ce que j'entends par consommation normale? C'est-à-dire que si vous mangez du soja 3 fois par jour, le problématique n'est pas tant la quantité de soja que qu'est-ce que vous ne mangez pas à la place. C'est-à-dire, encore une fois, avoir une alimentation variée, c'est important. Et il faut éviter d'être monoculture aussi pour l'alimentation. Et aussi éviter tout ce qui est supplément. C'est-à-dire qu'on a une tendance à se dire « Ah ben tiens, le soja fonctionne bien, on récupère la molécule qui va bien, on la concentre 10 000 fois, on en fait une gélule, et comme ça on peut la donner à vendre. » Et là, par contre, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes. Mais ça, c'est complètement hors physiologie, quoi. On rentre dans autre chose. Et je passe maintenant la parole à Loïc. Donc une question qui a été un petit peu abordée, mais qui revient quand même très souvent, c'est est-ce que le végétalisme est possible à tous les âges de la vie? Donc les âges de la vie, ça va être l'enfance, les nourrissons, les enfants, les adolescents. Ça va être aussi les femmes dans certaines périodes de la vie, pendant la grossesse, pendant l'allaitement, où les besoins ne sont pas les mêmes, et puis les personnes âgées. Alors, on verra ce que dit la France, ce que disent les autres pays, et puis quelques points de vigilance. Donc en France, on a certains professionnels de santé qui parlent de maltraitance nutritionnelle, en particulier vis-à-vis des enfants. C'est leur point de vue. Notre ministre de la Santé a récemment parlé de protéines essentielles, celles que l'on ne trouve pas dans les végétaux. Alors, au-delà du fait que les protéines essentielles, ça n'existe pas, c'est les acides aminés qui sont essentiels ou pas. Sébastien vous a expliqué que des acides aminés essentiels, on en trouvait bien dans les végétaux et en plus en quantité largement suffisante. Et l'ANSES doit statuer. Il y a un groupe de travail qui est en cours de constitution pour proposer des recommandations adaptées à la fois aux végétariens, aux végétaliens. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui va y avoir dans ces recommandations et elles ne sortiront pas avant 2 ans de toute façon. Mais voilà, c'est en cours. En France, il n'y a pas grand-chose d'autre, à part ce que les associations comme l'AVF peuvent proposer. Il n'existe pas de recommandations officielles autres. Ce qu'on trouve dans les autres pays, donc là, j'ai listé un petit peu les différents pays qui avaient statué au niveau officiel. Donc, soit dans certains cas, c'est des instances officielles,
ministère de la Santé ou autres, et dans certains cas, c'est des associations de diététiciens ou de nutritionnistes. En disant que, donc en bas, je vous ai noté l'avis de l'Académie de nutrition et de diététique aux États-Unis en 2016, qui est l'avis le plus connu là-dessus, qui dit que l'alimentation végétarienne, y compris végétalienne, sous réserve d'être bien conçue et saine, adéquate sur le plan nutritionnel, peut même être bénéfique sur la santé pour la prévention et le traitement de certaines maladies, et que cette alimentation est appropriée à tous les âges, en particulier la grossesse, l'allaitement, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et le 3e âge, et également pour les sportifs. Donc c'est vraiment pour tout le monde et en toutes circonstances. L'Australie, là c'est le ministère de la Santé qui dit un petit peu la même chose. Le Royaume-Uni également. Le Canada, il y a la Société canadienne de pédiatrie et une association de diététiciens. Les pays nordiques, donc, qui regroupent le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, le Groenland et les îles Féroé, concluent la même chose. Le Portugal également, la Nouvelle-Zélande, enfin bref, je ne vous les ai pas tous mis, mais il y en a un certain nombre. Il y a également des pays qui le déconseillent, et en général, quand ils le déconseillent sur l'alimentation végétalienne, c'est en particulier pour les enfants. Donc il y a en Allemagne, c'est un avis qui est sorti en 2016 où ils le déconseillent sans dire que c'est impossible pour autant. Ils disent juste que c'est pas possible à moins de se supplémenter en vitamine B12, ce qui revient un petit peu à ce qu'on dit, mais présenté d'une autre manière. La Suisse également, la Société suisse de nutrition, et puis la Belgique plus récemment, où c'est l'Académie royale de médecine belge qui a publié un avis où il déconseillait fortement l'alimentation végétalienne pour les enfants. Et un certain nombre de scientifiques, de médecins et belges et étrangers ont rédigé une réponse à l'Académie royale de Belgique que vous pouvez trouver en ligne, où je vous ai mis l'adresse ici, pour expliquer, en reprenant point par point ce qui avait été développé dans l'avis de l'Académie royale de Belgique, et en le reprenant avec les données scientifiques les plus récentes et qu'on avait sur la question, pour expliquer que l'avis n'était pas fondé, qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Concernant les enfants, si on regarde, ça c'est un travail de thèse qui a été fait l'année dernière, qui s'est intéressé à la croissance. Donc c'est chez les enfants qui suivent un régime végétarien, végétalien ou classique, omnivore. Et vous voyez les courbes de croissance. Ici c'est la taille, ici c'est le poids, et puis le périmètre crânien. Globalement, les graphiques ils sont à peu près superposables et il n'y a aucune différence significative de croissance chez les enfants. On peut voir que les végétaliens sont un petit peu en dessous, mais ce n'est pas significatif, et ils restent malgré tout dans les courbes de croissance normales, en sachant que les courbes de toute façon de croissance sont définies à partir d'une alimentation omnivore. Donc déjà, la question peut se poser aussi sur la norme, en fait. Qu'est-ce qu'est la norme d'une alimentation ? En tout cas, ça reste superposable, quel que soit le type d'alimentation, toujours une fois, sous réserve d'être équilibré. Voilà, donc le poids, la taille et le périmètre crânien n'ont pas de différence significative chez les enfants, en croissance. Les apports en énergie et en nutriments sont comparables. Il y a une étude là que je vous ai mis en bas qui dit un petit peu la même chose, qui est une étude allemande, chez les enfants entre 1 et 3 ans. Et un autre article précise qu'il est souvent observé que chez les enfants végétariens, souvent ils disent végétariens dans les anglo-saxons parce que les végétaliens ou véganes sont très peu nombreux, ils sont souvent inclus, il n'y a pas toujours des analyses en sous-groupes. Donc c'est les végétariens au sens large en incluant les végétaliens. Donc ils ont un meilleur statut nutritionnel et que leur alimentation apparaît davantage en accord avec les recommandations que chez les omnivores. Pour les femmes enceintes, c'est tout à fait possible et sans risque pour la mère. Là aussi, il faut que ce soit bien équilibré, et en particulier dans ces périodes plus à risque, où il y a besoin de plus de nutriments, où il y a un enfant à nourrir pour la femme enceinte, c'est d'autant plus important de faire attention à tous les apports dont on a parlé.
Les études sont assez limitées et hétérogènes dans leurs résultats, mais ce qui ressort, c'est que le risque de carence est majoré, donc d'où l'intérêt de faire attention, encore plus, mais ça reste possible. Et chez les personnes âgées, là, on a encore moins d'études, spécifiquement sur les personnes âgées, mais les points de vigilance, ça va être surtout les protéines, la vitamine B12 dont l'absorption diminue avec l'âge, et la vitamine D et le calcium par rapport au risque de fracture et au niveau des os. Donc là, sur les points de vigilance particuliers, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails, mais l'idée c'était que ça reste quand même assez simple. Les nourrissons, ce qui est recommandé, c'est l'allaitement maternel, au moins jusqu'à 6 mois de façon quasi exclusive. Alors en France, on fait la diversification un petit peu plus tôt, mais on aime bien se distinguer des autres pays. La majorité des autres pays recommandent à partir de 6 mois. En France, c'est à la fin du 4e mois révolu pour commencer la diversification. Et si l'allaitement maternel, donc il est recommandé de façon exclusive jusqu'à 5 ou 6 mois, et puis poursuivi au moins jusqu'à 1 an, sans qu'il y ait de limite établie. On peut allaiter jusqu'à 2 ans, 3 ans, ça ne se voit pas. En pratique, ce n'est pas fait, mais c'est tout à fait possible et c'est bon pour la santé de l'enfant et de la mère. Malgré tout, si l'allaitement n'est pas possible ou pas souhaité, il existe des préparations pour nourrissons qui sont d'origine végétale ou animale. Les deux existent. Alors, on parlait du soja tout à l'heure. En France, on n'en trouve pas plus des préparations pour nourrissons à base de soja, mais on en trouve à base d'hydrolysat de protéines de riz, et qui sont de toute façon, qu'elles soient à base de lait ou de protéines végétales, qui sont de toute façon enrichies en vitamines, en minéraux pour mimer le lait maternel. Et puis la diversification, quand elle est débutée, elle a commencé avec des aliments riches en fer, parce que c'est vraiment ce qui peut poser problème pour les enfants. Ils ont besoin de beaucoup de fer pour leur croissance au départ, et donc c'est un point qui est important. Il y a d'autres détails, si vous avez des questions, on pourra y revenir sur la diversification des nourrissons. Pour les enfants, les adolescents, ça va être la vitamine B12, la vitamine D, je ne l'ai pas mis, mais le calcium aussi est important, et puis le fer, tout ça étant lié à leur croissance. Les femmes enceintes, la vitamine B9, on n'en a pas du tout parlé parce que ça pose aucun problème chez les végétaliens, étant donné qu'on la retrouve dans les fruits et légumes et qu'on en consomme, plutôt plus que la population générale. Malgré tout, la recommandation est de supplémenter toutes les femmes enceintes en vitamine B9, quelle que soit leur alimentation. Et puis plus particulièrement pour les femmes enceintes végétaliennes, la vitamine B12 toujours, et la vitamine D, là aussi, qui est recommandée pour quasiment toutes les femmes enceintes et allaitantes. Le fer, ça va être en fonction des réserves. C'est conseillé de doser les réserves en fer, donc la ferritine, pour savoir s'il y a une carence et s'il faut supplémenter. Et puis les personnes âgées, donc j'en ai parlé, les protéines, même si ce n'est pas tellement le problème, plutôt le calcium, la vitamine D et la vitamine B12. Voilà, pour les populations spécifiques, on pourra y revenir si vous avez des questions plus précises. Et maintenant, on va passer à l'impact de l'alimentation végétale sur la santé. Donc en 2 parties, l'impact direct avec les différentes maladies qu'on peut avoir, et puis l'impact un peu plus indirect avec l'antibiorésistance et les pollutions diverses et variées. Avant de commencer, en sachant que les études scientifiques en nutrition, il faut toujours rester très prudent en fait, sur l'interprétation des résultats, parce que c'est très souvent des études observationnelles, même s'il existe quelques études qui sont des essais cliniques, donc qui sont à plus haute valeur scientifique. Ça reste en majorité des études de cohorte où on suit les gens pendant un certain nombre d'années et puis on observe les effets. Donc ces études-là, elles sont de valeur scientifique moins forte, et c'est difficile on observe des associations, c'est toujours difficile d'en tirer des conclusions et des liens de cause à effet. Donc il faut être très prudent sur l'interprétation des résultats dans un sens comme dans l'autre, sur les bénéfices, et ça va être valable pour tout ce que je vais vous présenter après, en sachant qu'en plus les données sont beaucoup plus limitées, ce que je vous disais tout à l'heure, pour les végétaliens qui sont souvent des sous-groupes de végétariens.
où l'alimentation peut être très différente. On verra un exemple. Pour le diabète, là, il y a quand même des essais cliniques, donc à plus haute valeur scientifique, qui montrent une réduction du risque de diabète et un meilleur contrôle chez les gens qui sont diabétiques. Et chez les végétaliens, les résultats semblent plus marqués encore. Là, c'est simplement un petit graphique pour vous montrer la prévalence, donc le nombre de cas de diabète dans la population en fonction du régime alimentaire. Et on voit que plus on va vers un régime végétal, moins il y a de diabète. Concernant les maladies cardiovasculaires, qui sont un problème en forte croissance dans nos pays occidentaux, ça va être l'obésité, l'hypertension, les problèmes de dyslipidémie, également tout ce qui est maladies cardiovasculaires, les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Là aussi, on observe une baisse de l'incidence pour l'obésité, un IMC qui est donc l'indice de masse corporelle qui est globalement plus bas dans les populations végétariennes et végétaliennes. L'hypertension, un meilleur contrôle chez les gens qui souffrent d'hypertension et une baisse de l'incidence de l'hypertension. Idem pour la dyslipidémie acquise. Pour les infarctus, c'est un peu le même ordre d'idée. Et pour les AVC, il y a une probable diminution. Les preuves sont un petit peu moins fortes, mais ça va aussi dans ce sens-là. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette étude comme quoi le risque d'AVC serait plus élevé chez les végétariens et les véganes. Donc c'est parti de cette étude qui a été publiée cette année, qui en fait aurait mis en évidence un risque plus élevé, donc de 20% d'AVC chez les végétariens et les végétaliens. Là aussi, je vous parlais de sous-groupes. La majorité de la population étudiée était végétarienne, donc consommait des produits laitiers. Et en particulier, quand on regarde un peu dans le détail de l'étude, il y avait une consommation de produits laitiers assez importante, donc d'acides gras saturés assez importante, ce qui est beaucoup moins le cas dans les populations végétaliennes. Donc les résultats ne sont pas du tout transposables aux végétaliens déjà. Et d'autre part, le risque, l'augmentation du risque, elle était relativement limitée, c'est de l'ordre de 3 cas pour 1000. Donc si on regarde en valeur absolue ou en valeur réelle, c'est toujours différent et c'est intéressant de regarder ça. Et puis, ça pouvait, les auteurs étaient plus nuancés dans ce qu'ils disaient. Ils le reliaient possiblement à une carence en vitamine B12 qui a déjà été observée dans cette même cohorte, qui est une cohorte anglaise qui est suivie depuis un certain nombre d'années, plusieurs dizaines d'années. Et donc on peut imaginer qu'avec un statut en vitamine B12 correct, le risque ne serait pas le même. Et puis avec moins d'acides gras saturés également. Concernant les cancers, alors là c'est un petit peu décevant entre guillemets, il y a peu de preuves d'une réduction du risque de cancer. Sur le cancer colorectal, c'est surtout la réduction de la consommation de viande, mais pas forcément le fait de ne pas consommer de viande du tout, qui a été démontré sur la diminution du cancer. Donc moins on consomme de viande, moins il y a de cancer colorectal. Et il y aurait une réduction du risque de lymphome aussi chez les végétariens. Chez les végétaliens, là aussi, les données sont encore plus limitées. Il y aurait possiblement une risque de réduction de cancer de prostate et potentiellement de mortalité par cancer, toutes causes confondues. La santé osseuse, on en a un petit peu parlé avec les différents nutriments, le calcium, la vitamine D, la vitamine B12 également, le zinc et les oméga 3 qui peuvent jouer un rôle également, l'activité physique et par rapport au risque d'ostéoporose et de fracture. Là aussi, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de calcium et d'un statut en vitamine D correct. Et a priori, ça se passe bien. La dépression, il y a des études, il y a eu là aussi des articles dans la presse qui parlaient de dépression plus importante chez les végétariens et les végétaliens. Quand on lit un petit peu plus précisément, c'est souvent discutable les interprétations qui ont été faites. Mais ce qui ressort, c'est plutôt une amélioration de l'humeur, en fait, avec des aliments antioxydants qui ont aussi une action sur les neurotransmetteurs
et qui joue sur l'humeur en fait, avec des rôles au niveau de la vitamine B6, la vitamine B12 et les oméga 3. Donc d'où l'importance d'avoir ces nutriments dans son alimentation. On a eu des questions justement par rapport aux maladies, et je vais laisser Sébastien répondre. Est-ce que certaines maladies peuvent empêcher de devenir végétalien ? Pas qu'on sache. On n'a pas connaissance effectivement de maladies spécifiques qui empêcheraient vraiment une alimentation végétalienne. Ce qui peut arriver est probablement un peu lié au microbiote dont je parlais avant, dans l'intestin. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, qui vont modifier très rapidement leur microbiote et qui vont s'adapter à une nouvelle alimentation de manière très rapide, et des gens qui vont mettre plusieurs mois. Et plusieurs mois, ça peut être un peu compliqué, voire très gênant, auquel cas il faut y aller en fait malheureusement étape par étape. Et c'est des fois compliqué d'y aller étape par étape suivant la raison qui nous pousse à devenir végétalien. Mais des fois, on n'a malheureusement pas le choix. Et notamment quand il se concerne en fait, les problèmes intestinaux, la préparation des légumineuses est hyper importante. Le fait de tremper, de faire germer, tout ça, c'est des choses qui peuvent réduire. On peut être amené aussi à rajouter un petit peu de bicarbonate dans la cuisson, pour permettre effectivement une digestion qui soit plus facile le temps que la flore intestinale change, se modifie et nous permette de digérer mieux ces éléments. Tout ça... Oui, donc on a un petit peu dit qu'en France, il n'y avait pas tellement de recommandations. Malgré tout, les recommandations donc du PNNS, qui est le Programme National Nutrition Santé, qui a été actualisé récemment, en 2019, vont plutôt dans le bon sens, à savoir que la consommation de légumineuses, de légumes secs est fortement encouragée, à augmenter. Également les fruits à coque, donc noix, noisettes, toutes les catégories d'aliments en fait, dont on a parlé dans une alimentation végétalienne, aller vers des produits céréaliers plus complets. Ils recommandent de consommer des poissons, consommer des huiles de colza, de noix, donc qui sont riches en oméga 3, on en a parlé, et puis l'huile d'olive pour les oméga 9. Et puis limiter la consommation de produits laitiers et surtout limiter la consommation de charcuterie et de viande. Donc on peut imaginer que ça va quand même dans le bon sens. Et après, il y a l'impact aussi de notre alimentation quelque part qui est indirect. Pour comprendre ce que j'entends par là, il faut revenir à une notion en fait, qui a été développée par l'OMS au début des années 2000, One Health, une seule santé, et qui est de considérer en fait, que notre santé est dépendante du monde qui est autour de nous. Alors, ça a l'air comme ça assez trivial, mais c'est très important à comprendre que notre santé, c'est à la fois la santé publique, c'est-à-dire comment on est défini par des thèmes de santé publique, par des actions qu'on va mener, par notre environnement, c'est-à-dire notre santé est dépendante de notre environnement, très clairement, et aussi dépendante de la condition animale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, en fait, on ne vit pas dans une bulle où tout ce qui est autour ne nous toucherait pas. Les biotopes se superposent et à un moment donné où on doit prêter attention à tout ça. C'est un enjeu qui est vraiment très actuel. Encore une fois, l'Organisation mondiale de la santé pointe plusieurs points de vigilance. Les maladies de civilisation non transmissibles, ce que Loïc vous présentait tout à l'heure, avec tout ce qui est diabète, infarctus, AVC, tout ça qui sont des maladies donc qui ne sont pas virales, qu'on ne transmet pas, mais qui sont très clairement liées à notre mode de vie. Et je pense que ça ne vous a pas échappé non plus, une crise environnementale qui est majeure. Comment on peut répondre à ces deux enjeux-là ? C'est ce que j'appelle les effets indirects. Je vais y revenir. L'antibiorésistance, c'est aussi une préoccupation majeure de l'OMS, c'est-à-dire des bactéries qui résistent aux antibiotiques actuellement disponibles. C'est-à-dire qu'on commence à voir apparaître des bactéries contre lesquelles on n'a pas d'antibiotiques qui fonctionnent. Autant vous dire que ça ne nous fait pas rire et que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Pour comprendre l'antibiorésistance, il faut savoir que les bactéries s'adaptent en fait aux antibiotiques et finissent par développer des mécanismes pour se défendre et pour ne plus être attaquées par eux. Donc il y a effectivement des actions qui sont menées auprès des médecins pour qu'on prescrive les antibiotiques de manière un peu plus raisonnée et pas à tout va, pas dans les rhumes ou les choses comme ça qui sont des maladies virales qui ne nécessitent pas d'antibiotiques. Mais finalement, le problème, le plus grand ce qui occupe le plus les antibiotiques, c'est la production, l'élevage.
très clairement. C'est-à-dire on voit en gros que la grande partie des antibiotiques sont destinés à l'élevage. Alors là, c'est un graphique au niveau des États-Unis qui va jusqu'à 2011 et qui montre très clairement la différence entre les antibiotiques, la quantité d'antibiotiques nécessaires pour l'élevage et pour la population humaine. Soyons quand même, voilà, en France, la situation était grosso modo similaire jusqu'à 2011. Il y a eu des gros efforts qui ont été faits depuis pour diminuer les antibiotiques dans les élevages. Mais soyons très clairs, ça ne résout pas le problème qui a été créé par l'élevage en fait. On a beau dire, ah ben oui, c'est bien, on diminue, on en donne moins. Oui, mais on continue à en donner quand même. Et il y a un moment donné où ça peut poser aussi des problèmes. Les zoonoses, c'est un mot un peu compliqué pour expliquer en fait les maladies qui viennent des animaux. On peut parler de la grippe aviaire, on peut parler de la grippe porcine H1N1, enfin des choses comme ça, qui, pour l'OMS, sont à 60% dues à la concentration des animaux. Beaucoup d'êtres vivants au même endroit, ça fait qu'il y a plus de risques d'infection. Pour vous donner une idée du nombre, alors là c'est les chiffres de l'abattage en France, pour vous donner un petit peu les proportions que ça prend, c'est-à-dire que c'est vraiment trop important. 80 millions de canards, 60 millions de lapins, 700 millions de poulets, enfin voilà, ça fait beaucoup d'animaux. Au niveau de l'eau, faut savoir que l'élevage est responsable aussi de la pollution au niveau de l'eau. Là par exemple c'est une image du lac Winnipeg, qui est le 10e plus grand réservoir d'eau douce du monde. Et tout ce que vous voyez en vert, qu'on pourrait trouver presque joli, c'est en fait le développement des cyanobactéries qui rendent l'eau complètement impropre à la consommation et qui sont là grâce aux fertilisants et aux excréments des fermes. Mais c'est des choses qu'on peut observer aussi en France. Pas plus tard que l'été dernier, je n'ai pas pu me baigner en Auvergne parce que le lac était pollué par des cyanobactéries qui sont directement en lien avec l'élevage. Au niveau de l'air, on parle beaucoup des gaz à effet de serre, mais il y a aussi les pesticides et j'entends que en fait, tous les animaux que vous avez vus là, faut les nourrir. Donc ça nécessite énormément d'intrants et à ce moment-là, beaucoup de pesticides aussi. Et on parlait de la déforestation, j'aurai l'occasion d'y revenir, je vais en reparler par rapport au soja notamment. Il y a le rapport du GIEC qui est paru au mois d'août et qui indique comment, effectivement, en fonction de notre alimentation, on peut avoir un impact sur l'émission des gaz à effet de serre. Et on voit que plus on diminue notre consommation d'animaux ou de produits d'origine animale, plus on réduit en fait l'émission de gaz à effet de serre. Et effectivement, d'autres études, il y a eu énormément d'études sur les liens entre l'alimentation et les gaz à effet de serre, et notamment la Carbone 4 qui montre que l'éco-geste le plus efficace, c'est de passer aux légumes. Ça va bien au-delà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire le reste, on est bien d'accord, mais vraiment pour avoir un impact, c'est changer notre assiette qui aura l'impact le plus grand. Et local importé. Donc, je vous parlais du soja, par exemple, où effectivement on en a beaucoup parlé. Mais soyons très clairs, on importe 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja à destination des animaux. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça, effectivement, c'est ce qui déforeste en Amazonie. Le problème, il est là. Le problème, il n'est pas pour la consommation humaine, où on en produit du soja à destination humaine en France. Grosso modo, le soja qu'on consomme en France, il vient de la France, de l'Italie, et il y a une voie qui se développe au niveau de l'Espagne. Mais ça ne va pas très loin. Sachant que, bien sûr, pas de culture OGM sur le sol français. Pour les gaz à effet de serre, il y a une Québécoise qui s'est penchée dessus, qui est végétalienne, qui s'est dit, oui, mais est-ce que d'être végétalienne au Québec, au mois de janvier, avec la crise environnementale qu'on vit, est-ce que finalement, c'est pas problématique que je fasse importer beaucoup de fruits et légumes et légumineuses? Donc elle a fait en fait son étude, un mémoire de master dessus, et elle raconte elle-même qu'elle a été assez surprise de se rendre compte que même dans les, entre guillemets, les pires conditions, c'est-à-dire janvier au Québec, le fait de manger localvore mais avec de la viande, ça produisait 13,5% de plus de gaz à effet de serre que de manger végétalien. Et en France, les études montrent la même chose. Mais je vous dis, il y a vraiment énormément d'études qui sont produites là-dessus et qui montrent que plus on végétalise notre alimentation et moins on a d'impact négatif sur l'environnement. Dans les discussions perspectives, la FAO a mis en place ce qu'on appelle l'alimentation durable. C'est-à-dire comment effectivement on nourrit tout le monde tout en nourrissant tout le monde et en gardant une planète à peu près adéquate. Le concept donc de faible impact environnemental, de sécurité nutritionnelle pour les générations actuelles et futures.
Et l'impact environnemental, encore une fois, on trouve que plus on végétalise son alimentation, moins on a d'impact sur moins on émet de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on va vers des recommandations françaises qui iraient avec l'aide aux professionnels de santé, c'est-à-dire qui puissent permettre aux professionnels de santé d'aider correctement les populations, de renseigner correctement tout simplement les populations végétariennes et végétaliennes? Oui, on y va. Alors, comme on a dit, les résultats dans 2 ans, donc on ne va pas trop se presser non plus. Et vraiment un accompagnement de la population vers effectivement ce qui est très important, ce qui est de toute manière, ça, comme je dis souvent, on a un consensus sur le fait qu'il faut végétaliser notre alimentation. C'est très important, le PNNS va dans ce sens-là aussi. Et après, encore mieux, pour plein d'autres raisons, végétarien, végétalien, voilà, une alimentation végane qui serait vraiment le moins d'impact sur l'environnement. Et j'avais interpellé le professeur Arti, effectivement, il y a des pays qui commencent à prendre en compte les recommandations en fonction de l'impact environnemental. Je vais terminer sur une dernière diapositive, d'habitude je commence là-dessus. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. C'est une citation d'Einstein, et j'espère que notre conférence vous aura permis effectivement d'en faire tomber quelques-uns. Pour conclure, une alimentation variée, privilégier des aliments entiers, le moins transformés possible, penser à la vitamine B12, donc une diversité alimentaire, des produits bruts, des produits locaux et de saison, et vraiment limiter le vrai problème actuel, c'est les produits ultra transformés, qui contiennent des matières grasses saturées, du sel et du sucre ajouté, et là c'est vraiment, vraiment un problème. On vous remercie en tout cas. Bonjour, merci beaucoup pour ce très intéressant exposé. J'ai apprécié que vous fassiez référence à l'impact positif environnemental d'une alimentation végétale, mais je voudrais juste rajouter un élément que vous avez, on va dire, très légèrement évoqué, mais vraiment très légèrement, qui est la souffrance des animaux dans l'élevage et les abattoirs. Et je pense qu'il est vrai qu'on peut se poser la question de l'alimentation végétale pour limiter les gaz à effet de serre, mais il y a aussi un levier éthique qui est non négligeable et je pense qu'il pourrait être évoqué plus amplement, surtout avec tous les scandales que maintenant plus personne ne peut ignorer. Voilà, donc ça je voudrais quand même rendre aux animaux malheureusement ce qui leur revient. C'est leur souffrance quotidienne avec 2400 animaux abattus chaque minute en France pour notre alimentation. C'est énorme. Voilà, donc déjà ça. Je voulais aussi vous dire que j'avais fait des recherches sur le problème du soja et du fait que ce soit une légumineuse phytoœstrogénique. Alors en effet, les populations asiatiques qui consomment du soja depuis très 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 longtemps, bizarrement, présentent moins de taux de cancer hormonodépendant que les populations occidentales. Les médecins n'ont pas pu identifier le critère qui fait qu'ils sont moins sujets à ce genre de cancer. Ils ont suspecté le fait qu'ils consomment depuis l'enfance beaucoup de soja. C'est difficilement transposable à des femmes occidentales parce que nous commençons ici en France, par exemple, à manger du soja, pas depuis l'enfance, mais à un âge déjà assez avancé. Donc l'effet protecteur qu'on peut observer en Asie ne serait pas forcément applicable à nous. Et je dois dire que quand même, il faut prendre des précautions lorsqu'on a dans sa famille des cancers hormonodépendants ou bien qu'on en a déjà eu un, parce qu'il y a quand même une réserve de la part des médecins, des oncologues, concernant la consommation régulière de soja. En consommer une fois de temps en temps, c'est rien, mais en consommer de manière quotidienne ou même une fois tous les 2 jours pourrait présenter pour certaines personnes un risque. Voilà, vous n'avez pas parlé du seitan, alors que je pense que c'est une excellente alternative aussi par rapport au soja. Voilà, je voulais savoir pourquoi vous n'en aviez pas parlé. Et aussi, je voulais savoir, vous avez dit que le fait qu'il y ait moins de taurine dans les alimentations
végétale, les repas végétaux, que dans les repas classiques, pouvait au contraire être intéressant pour la limitation du cancer du côlon. Et j'aurais aimé savoir si, outre le fait que ça réduit les cas de cancer du côlon, quels seraient les autres impacts de cette baisse du taux de taurine parmi les végétariens et végétaliens. Voilà. Et j'avais encore une autre question qui est, vous avez dit qu'on a besoin de soleil pour la vitamine D. Quand on est végétarien ou végétalien et qu'on n'a pas beaucoup de soleil autour de soi, notamment chez nous en Île-de-France par exemple, comment on fait pour avoir de la vitamine D sans se faire une ampoule par semaine ou une ampoule par mois de produits chimiques ou sans prendre des capsules d'huile de foie de morue puisqu'on ne veut pas manger de poisson. Voilà. Excusez-moi, j'ai tout mis ensemble. Vous avez de quoi vous amuser avec les réponses. Je vais essayer de répondre un petit peu à tout. Alors effectivement, sur la souffrance animale, c'est toujours très compliqué de ne pas en parler. Et à la fois, ça n'impacte pas, encore une fois, directement sur la santé. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça, sans doute pas suffisamment. Mais du coup, voilà, c'est difficile de faire beaucoup de diapos là-dessus dans une conférence spécifique sur la santé. Après, on peut considérer qu'on peut être en meilleure santé parce qu'on est en accord avec nos convictions. Après, il faut avoir des études pour le prouver. Et c'est là où ça devient plus limité, mais c'est effectivement important de le rappeler. Par rapport au soja, alors les populations asiatiques ne mangent pas... On dit beaucoup de soja, plus que la population occidentale, c'est sûr, mais autant que la population occidentale végétarienne, en fait. Si vous avez des études pour le prouver, je vous écoute, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai pu retrouver dans ma revue de la littérature, c'est qu'ils en consommaient autant, en fait, en termes de quantité. Ensuite, alors pour la partie, effectivement, comme je l'indiquais, c'est a priori, on met tout le temps des formes dans les études qu'on peut lire. A priori, si on commence dans l'enfance, il y a plutôt un effet bénéfique que si on commence plus tard. On a effectivement plus d'études sur la population asiatique concernant les cancers, mais on a quand même quelques études dans la population occidentale qui sont intéressantes à prendre en ligne de compte. Et en fait, ce que montrent principalement les études, alors c'est encore une fois lié au microbiote, mais qu'en gros, où on a un bénéfice, où il n'y a pas d'impact, mais qu'il n'y a pas d'effet négatif. En tout cas, qui a été observé avec une consommation, encore une fois, d'aliments soja et non pas avec des suppléments. On a effectivement montré que des gens qui prennent des capsules remplies de suppléments de phytoestrogènes, ça pouvait poser problème, mais là, on n'est plus dans des quantités alimentaires. Il y a effectivement en France, pour en avoir discuté avec certains oncologues, un principe de précaution et qui est entre guillemets louable sur le principe. Après, il faut savoir sur quoi il repose. Et moi, j'attends toujours des études qui montreraient un effet négatif. Après, si, encore une fois, ça doit être un sujet de crainte, le soja n'est pas indispensable. Soyons très clairs, hein, c'est très très clair. Je n'ai pas parlé du sétan, effectivement, qui est une protéine de blé qui est assez riche. Oui, mais on pourrait parler de tellement de choses, sincèrement. Les gens connaissent peu le sétan. Oui, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Concernant la taurine, en fait, c'est parce qu'ils utilisent... En fait, c'est dans les voies métaboliques au niveau des acides biliaires. C'est un peu différent. Ça utilise... une autre voie métabolique, au lieu d'utiliser cystine, on utilise la glycine. Et du coup, ça amène une voie métabolique qui est différente et des produits différents ensuite. Et c'est pour ça que ça aurait un impact, encore une fois, aurait un impact. Hein. Restons toujours très prudents en nutrition sur l'effet protecteur du cancer du côlon. Je n'ai pas connaissance d'autres voies métaboliques que ça aurait permis de trouver. Mais encore une fois, là aussi, soyons humbles. On ne connaît pas encore toutes les voies métaboliques, très probablement, et que le fait qu'il y ait de plus en plus de végétaliens va probablement nous faire comprendre aussi d'autres choses. Petit aparté, j'en profite pour vous parler de l'étude Nutrinet Santé, qui est actuellement en cours en France, qui est une étude qu'on fait via Internet sur des recueils alimentaires, qui est comme toute étude de cohorte limitée, mais qui permet de montrer certaines choses sur la population française, et qui a notamment montré, sur les gaz à effet de serre, qui montrait que plus on végétalise, moins il y a de gaz à effet de serre, qui a aussi établi que les végétariens, pour des raisons, notamment par exemple parce qu'ils n'adaptent pas les doses de calcium au régime végétalien, où les besoins sont moindres, mais où ils ont établi qu'en France, c'était les végétariens qui avaient l'alimentation la plus équilibrée. Voilà, c'est une étude française de cohorte assez importante, c'est des études publiées. Donc je vous invite à y participer si vous avez l'occasion.
Concernant la vitamine D, il y a un moment donné où il n'y a pas 100 000 solutions. C'est-à-dire où on a un mode de vie qui nous permet d'être dehors d'avril à octobre, de 10h à 16h, un peu, mais pas trop. Pas derrière la synthèse ne fonctionnant pas derrière une vitre, pas si le ciel est trop pollué ou trop nuageux, qui ne fonctionne pas si on met de la crème solaire. Ça devient compliqué. Donc effectivement, quand on fait des études, la dernière date de 2012 sur la population française, on est à un peu plus de à peu près 80% de déficit. Donc autant dire qu'on ne peut pas accuser l'alimentation. Ou alors il y a 80% de véganes en France et j'en suis ravi. Mais on n'en est pas encore là. Et après, il n'y a pas 100 000 solutions, effectivement. Donc la vitamine D, alors les ampoules ne sont pas véganes, c'est clair, qu'on prescrit via que les médecins prescrivent. Après, on peut trouver des supplémentations, notamment quotidiennes. Je pense à je n'ai pas envie de citer de marque, mais voilà, on en trouve et ça est affiché dans tous les sites, qui permettent effectivement de pouvoir supplémenter. Donc, comme on disait, la vitamine D2 est d'origine végétale. Quand on en prend des petites doses de manière quotidienne, elle est aussi bien absorbée que la vitamine D3. La vitamine D3 peut être végétale ou animale, considérée que si ce n'est pas précisé, elle est animale jusqu'à preuve du contraire. Mais on en a aussi de la végétale. Mais après, malheureusement, ça, c'est plus une question de mode de vie. Il n'y a pas 100 000 solutions. Comme à un moment donné, on parle des fois, oui, les végans, il faut supplémenter en B12. Oui, mais l'homme, en fait, a toujours supplémenté son alimentation depuis qu'on est capable de le faire. Et on n'a aucun problème à se dire que le sel est supplémenté en iode, par exemple. Et j'en passe, et des meilleurs. Mais du coup, effectivement, voilà, on sait faire. Et la B12 qu'on a dans les produits carnés, c'est de la B12 qu'on donne aux animaux, parce que comme ils sont en stabulation, ils n'ont plus eux-mêmes de B12, donc on la leur donne. Alors, c'est en partie vrai. Après, il y a certains, à la différence que eux ont la capacité physiologique de pouvoir être autosuffisants pour certains d'entre eux, ou alors qu'ils arrivent à en trouver en mangeant leur sel, par exemple. Ce qui n'est pas le choix que j'ai pu faire personnellement, mais c'est une possibilité aussi. Voilà. Question suivante, s'il y a quelqu'un. Oui. Il y en a d'autres. Comme ça, je commence à faire mon calcul. 1, 2, 3, 4, 5. Et du calme. Donc 1, 2, et après par là. T'es où? Ah, t'es là. Bonjour, je vais être court. D'abord, bravo pour l'exposé. Bon, j'ai deux questions. La première concerne les oméga 3. On voit un peu partout des gens qui utilisent des aliments qui contiennent des oméga 3 et qui les cuisent. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce qu'ils sont sensibles à la chaleur et à bien d'autres choses. Et que je pense qu'on devrait quand même alerter là-dessus parce que non seulement ils perdent les oméga 3, mais ces oméga 3 se transforment en acides trans, et donc c'est pas bon. Deuxième question concerne les acides gras saturés. Sont-ils tous néfastes? Il y a beaucoup d'études qui montrent que les acides gras saturés à chaîne moyenne, qu'on appelle les TCM, sont au contraire bénéfiques. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, merci pour ces questions. Effectivement, sur les oméga 3, j'en ai pas du tout parlé du rôle de la chaleur. Mais c'est vrai que la cuisson, et en particulier les cuissons à forte température, altèrent les oméga 3 qui sont fragiles. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de les conserver au frais, notamment ceux qui sont le plus riches, donc l'huile de lin en particulier. Et de ne pas les chauffer ou très peu. Alors, je nuancerai un petit peu. L'huile de colza, par exemple, pour la cuisine, je conseille à tout le monde d'utiliser de l'huile d'olive pour la cuisson, mais on peut utiliser de l'huile de colza. Ce qu'il faut, de toute façon, dans une cuisson, c'est pas chauffer trop. Les modes de cuisson de type friture sont pas bons pour la santé, quelle que soit l'huile utilisée ou la matière grasse utilisée. Et en fait, on a tendance à trop limiter la consommation d'huile de colza, justement parce qu'on se dit qu'il ne faut pas du tout la chauffer. Et c'est un peu un problème en France parce qu'on consomme trop peu d'oméga 3. Voilà. Et puis, sur les acides gras saturés, effectivement, je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a différents types d'acides gras saturés, certains qui sont
dont l'effet délétère est plus à prouver, d'autres où c'est moins clair. Globalement, l'idée, c'est encore une fois pour faire simple, parce que si on rentre dans les détails, le rapport de l'ANSES sur les oméga 3 et sur les acides gras en général, il fait 300 pages. Donc on essaie toujours de simplifier et de faire passer des messages. Il faut limiter les acides gras saturés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, mais on a tendance dans nos alimentations à en consommer trop. Et donc il faut en réduire la proportion, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais pour la santé. Bonsoir. Je voudrais vous soumettre une réflexion que je me faisais entre l'alimentation végétalienne et le régime paléolithique. Et aussi en partant de ce qui s'est passé pour les produits laitiers. Il semble démontrer que l'alimentation végétalienne, elle est bonne pour tout le monde, mais elle n'est vérifiée que sur 0,3% pour les végétaliens de la population et 3% pour les végétariens. Donc est-ce qu'on peut conclure que toute l'humanité peut être à l'aise avec la digestion, entre autres, des céréales et des légumineuses, que ce n'est pas trop lourd? Dans les années 60, on pensait que les produits laitiers étaient un très bon aliment pour tout le monde. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui ne les supportaient pas, entre autres, qui ne digéraient pas le lactose. On sait aujourd'hui que si certains humains que normalement les mammifères adultes ne digèrent plus le lactose, que si certains humains, un nombre important d'humains digèrent le lactose, c'est parce qu'il y a eu une mutation génétique il y a 7000 ans, je crois. Voilà, quand un animal, de manière générale, mange quelque chose qui n'est pas fait pour lui, au bout d'un certain temps, il s'adapte et ça finit par marcher. Les tenants du régime paléolithique, ils disent, eux, que les céréales et les légumineuses ne sont pas adaptées à l'être humain parce qu'à l'origine, on était chasseurs-cueilleurs et qu'on n'en mangeait pas. Cette théorie-là, cette affirmation, elle est mise en brèche un peu parce qu'on a trouvé des céréales sur des dents préhistoriques, des traces de céréales qui de plus étaient cuites, qui remontent à 1 ou 2 millions d'années. Mais ce n'est pas parce qu'on a trouvé des traces sur des dents que tous les humains préhistoriques consommaient des céréales ou des légumineuses. Donc la question que je me pose, c'est que est-ce que une partie de la population humaine n'aurait pas des facilités à digérer les céréales et les légumineuses du fait qu'elle en ait mangé depuis des dizaines de milliers d'années, et que d'autres populations qui seraient originaires de chasseurs-cueilleurs auraient encore du mal aujourd'hui, ou que trouveraient difficile de digérer les céréales et les légumineuses. Alors, je ne suis pas un expert du régime paléo et j'avoue que, pour être très honnête en plus, ça ne me passionne pas au-delà. Mais tout ça pour dire que notre alimentation, elle a cessé de se modifier, de changer. Se considérer comme chasseur-cueilleur, il faut plutôt dire opportuniste qui mange des charognes quand il tombe dessus, parce que dans un premier temps, ça a quand même été plutôt ça. La consommation de viande était quand même assez limitée. Sur les pourcentages végétariens, végétaliens, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a quand même un peu plus que ça. Ça finit par augmenter quand même. Alors pour les végétariens, on a des exemples très grands, hein, mais en Inde, par exemple, 35% de végétariens, ça nous laisse quand même un petit peu de recul dessus. En France, actuellement, on tape sur 5-6% et à peu près 0,8-1% de végétaliens. Il y a des pays avec plus, des pays avec moins. Est-ce qu'on a des données limitées? Oui, bien évidemment, ça c'est sûr. Comme on disait, dire que tout le monde, ça convient à tout le monde, je suis sûr qu'on trouvera ce qu'on appelle un case report, c'est-à-dire des cas où ça ne va pas fonctionner. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, j'en connais pas. Il y a une question de quantité, de proportion, effectivement. Il y a une question d'adaptabilité. Comme je disais, je parlais du microbiote. Là, pour le coup, on ne connaît pas la raison. Mais il y a le microbiote entre un régime qui contient de la viande et des produits laitiers est très, très différent du microbiote végétalien. Et il y a des gens, en 2 jours, en 48 heures, hop là, ils changent leur flore intestinale, ils digèrent tout beaucoup mieux et ça se passe bien. Il y a des gens, il faut plus de 4 mois. Donc effectivement, oui, l'adaptation peut être longue. Après, on manque aussi un peu d'études là-dessus, hein, savoir pourquoi ça dure 4 mois, pourquoi certains 2 jours. Est-ce qu'en y allant progressivement, quel est le problème? Est-ce que c'est plutôt certaines céréales que d'autres?
En tout cas, dans ma pratique clinique, je n'ai pas rencontré de personnes qui ne pouvaient absolument pas manger de céréales, une personne qui ne pouvait absolument pas manger de légumineuses. J'en ai pas rencontré. J'en ai pas rencontré dans les études non plus que j'ai pu lire, en tout cas. Mais oui, il n'est pas impossible que le jour où on se fera 80% de vegan, on ait des choses qui ressortent, des adaptations à apporter, d'autres conseils à donner, et qu'on ait tout simplement l'expérience aussi clinique qui augmente, et l'expérience d'études. Comme on vous disait, souvent à l'heure actuelle, les végétaliens sont compris en sous-groupe des végétariens, ce qui peut des fois... ce qui fragilise un petit peu le niveau de preuve. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas une catégorie d'aliments qui ne serait pas du tout digérée. Mais on n'est jamais à l'abri de tomber un jour dessus. Il y a très peu de temps, et qu'alors la personne dont les parents ne sont même pas véganes ou végétariens, ils ont eu un enfant qui est allergique aux protéines animales, c'est-à-dire allergique à la viande et aux produits laitiers. Je pensais que c'était un mythe, je pensais que ça n'existait pas, pour être très honnête. Il y avait eu quelques case reports aux États-Unis à l'âge adulte, mais je ne pensais pas qu'on pouvait tomber là-dessus. Et voilà, il se trouve que j'en ai un dans mes patients qui est comme ça, qui a 10 mois. Oui, c'était sur une observation singulière, mais voilà, ça reste des cas assez uniques. Je ne peux pas vous dire qu'on n'en verra jamais. Ça, non. On va aligner les 3 questions que j'avais trouvées ici, et si on arrive à faire un tout petit peu plus, on le fera, mais le temps est ce qu'il est, malheureusement. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'instauration du décret de régime végétarien en option ou obligatoire au mois de novembre cette année? Et qu'est-ce qui sous-tend cette option? Est-ce que c'est politique, électoral, économique? Et est-ce que c'est confirmé? Parce que ça nous intéresse dans les c'est une loi, donc c'est plus que confirmé. C'est une loi, alors très rapidement, c'est pas forcément la thématique, mais alors, il se trouve que je suis chargé, je chapeaute le VG Cantine, donc je peux vous en parler un peu plus. La loi elle a été votée au 1er novembre, une proposition effectivement d'un repas végétarien ou végétalien, ce qui est très important, parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant c'était interdit en France, dans les cantines scolaires, le repas végétalien. Qui doit avoir lieu qui doit être proposé une fois par semaine dans les cantines scolaires. C'est une expérimentation sur 2 ans, en sachant qu'au bout de 18 mois, ils vont étudier et voir comment ça s'est passé. On n'a pas encore les critères d'évaluation. Tout s'est fait très à la va-vite, en fait, quand même, là-dessus. Politique, évidemment, c'est une loi. Donc ça reste effectivement un enjeu politique, mais qui est vraiment, encore une fois, très, très important. Comme je vous disais, l'enjeu est de taille sur à la fois l'environnement et sur la santé, et puis sur la perception qu'on a aussi des régimes. Comme je vous disais, à Montpellier, ils ont été, entre guillemets, obligés, oui et non, mais le régime végétalien, ils l'ont appelé alternatif, parce que le terme ne convient pas. Alors, c'est des plats qui ne contiennent que des protéines d'origine végétale. Et donc ça, c'est une porte ouverte qui est très intéressante. On a eu l'information qu'il n'y aura pas de décret d'application, donc la loi est applicable en état. Le décret 2011... donc qui est inférieur à la loi, un décret est inférieur à la loi, donc est caduc, de fait, et il est en cours de réécriture. C'est pour ça que je vous dis vraiment que les choses sont allées très vite, et on sent qu'il y a une certaine précipitation, ce qui nous interroge par contre sur, comment dire, on aurait voulu faire pour que tout se passe mal, on ne s'y serait pas pris autrement. Donc maintenant, c'est les cuisiniers qui ne sont pas formés à l'alimentation végétale, enfin c'est plein de choses comme ça. Le risque, c'est de se retrouver avec beaucoup de produits ultra transformés, parce que comme on ne sait pas cuisiner les protéines végétales, c'est de se tourner vers ce type d'aliments-là. Donc non, c'est vraiment quelque chose qu'on défend énormément à l'Association végétarienne de France. On y passe beaucoup de temps et beaucoup de nos moyens dessus, parce que c'est vraiment un levier très très important. C'est un nombre de repas vraiment vraiment important. Et après, on relaye, il y a un site, si vraiment ça vous intéresse, il y a le site VG Cantine, VEGE Cantine avec un S.fr. Et là, vous trouverez vraiment toutes les informations mises à jour assez régulièrement sur ce décret d'application, effectivement. Mais sur cette loi, pardon, effectivement. Et c'est très, très important. C'est un enjeu majeur à l'heure actuelle. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était super intéressant. J'ai quelques questions rapides. Déjà sur l'article qui était paru dans la presse justement concernant le risque d'AVC pour les végétariens et les véganes. Dans la presse, ce qui avait été relayé, c'est que c'était dû à un manque de choline. Donc je crois que c'est la vitamine B11, si je ne me trompe pas.
Donc en gros, voilà, quelles sont les recommandations là-dessus, quel est votre avis sur la question? Et ça avait été relié à un supposé manque de cholestérol. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse manquer de cholestérol, mais voilà, ça avait été relayé dans l'article. Ensuite, sur la vitamine D, j'ai entendu dire qu'il y en avait dans les champignons, notamment dans les shiitake. Est-ce que c'est une source fiable, biodisponible, suffisante? Et ensuite, ce serait plutôt un avis sur la question. Il y a eu pas mal de youtubeurs qui annonçaient être véganes et qui ensuite annonçaient du jour au lendemain qu'ils n'étaient plus véganes pour des problèmes de santé. Donc j'ai pas spécialement regardé les vidéos parce que ça m'énervait. Mais est-ce que vous avez un avis sur la question et sur le pourquoi, si c'est vrai, voilà, pourquoi est-ce que pour eux ça n'aurait pas marché? Alors je vais répondre pas dans le bon ordre. Concernant les champignons, je l'avais mis entre parenthèses parce que en fait c'est pas tous les champignons, ça dépend s'ils ont été comment ils ont été cultivés. En fait, c'est des champignons qui ont été exposés au soleil en particulier, ce qui est un peu inhabituel pour les champignons, mais donc c'est pas une source très facile en fait. Mais c'est possible, on peut en trouver dans certains champignons de la vitamine D. Et d'ailleurs, certains compléments végétaux sont basés là-dessus, sur des cultures sur champignons. La dernière question sur les youtubeurs, je pense là on touche à l'effet mode du végétalisme qui peut être du coup fait du jour au lendemain, un peu n'importe comment, sans aucune connaissance nutritionnelle, et c'est toutes les bonnes raisons pour que ça fonctionne pas en fait, pour être fatigué, pour mal le vivre, ou sur les légumineuses, mal les digérer. Si du jour au lendemain on se met à en manger 3 fois par jour alors qu'on n'en consommait pas du tout, c'est sûr qu'au niveau digestif ça va pas être top, parce que le microbiote il est pas habitué, et voilà. Donc si c'est pas fait correctement, on multiplie, on augmente beaucoup les chances, le risque que ça fonctionne pas, et donc il y a un peu un effet buzz aussi autour de ça, mais j'ai pas tellement, individuellement il y a toujours peut-être des cas de personnes à qui ça n'a pas convenu, qui ont eu des grosses carences, etc. Mais déjà ça reste au niveau individuel, à étudier au cas par cas. Et est-ce que pour autant ces gens n'étaient pas déjà carencés quand ils n'étaient pas végétaliens? On ne sait pas, mais ça reste à voir au cas par cas. Nous on parle en population générale et pour tout le monde. Après c'est des cas individuels et qu'il faut voir avec un professionnel de santé, d'où l'intérêt aussi de former les professionnels de santé pour pouvoir répondre à des problématiques spécifiques. Et sur les AVC, j'ai pas vraiment de connaissances particulières sur la choline, qui est, je sais même plus quelle vitamine c'est, parce que c'est pas une vitamine qui pose tellement de problèmes en pratique. Donc, je sais pas si tu as plus d'informations, mais en tout cas, cet article-là, il y avait des biais, et en plus, le relais qui a été fait dans les médias était très superficiel. Il ne reprenait pas les conclusions de l'article, c'était juste là aussi une histoire de buzz pour faire les gros titres. Une dernière question, parce qu'il y en a une qui n'a pas eu lieu. Quand on récupère la base, il n'y avait personne avant. Et après, on clôture parce qu'on a passé 19 heures. Bonjour et merci pour la conférence. Oui, j'ai une question très simple. Ça vous demande 2 minutes à répondre. En fait, il y a certaines légumineuses qui nous donnent envie d'avoir des vents, de péter, comme tout ce qui est flageolets, haricots, lentilles et tout ça. Est-ce qu'il y a une manière de les préparer pour pas que ça se produise, que ça digère mieux que ça, en fait? Je sais pas. Voilà. Alors oui, effectivement. Alors déjà, le temps de trempage est assez important. On peut rajouter, comme je disais, du bicarbonate dans l'eau de cuisson. Ça peut aider aussi à ce que ça évite effectivement
ça fermente dans les intestins. Le fermenter du coup en dehors du corps, ça peut être une idée aussi. Après, alors, il y a des gens qui vont, encore une fois pour une question de microbiote, plus ou moins effectivement produire des gaz. Après, c'est une considération un petit peu à voir aussi la quantité, la fréquence. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent permettre effectivement de limiter les effets un peu indésirables entre guillemets de certaines légumineuses. Loïc, non? La germination aussi, ça peut aider. Et le trempage, on disait des temps importants, c'est par exemple pour les haricots secs, haricots rouges, haricots blancs, ça va être minimum 8 heures et ça peut aller jusqu'à 12 heures ou 24 heures. C'est pas gênant de faire. Ça active les premiers processus de germination. Et après, de le cuire un temps suffisant aussi. C'est des légumineuses qui mettent du temps à cuire. Et puis, les consommer en petite quantité, les introduire en petite quantité le temps que le microbiote s'y habitue aussi.